Un tyran s'est approché, lui demandant s'il avait du cran, mais Jang So l'a frappé à plusieurs reprises au visage. Il a mis le tyran à terre, pleurant tandis que tout le monde était surpris. Car ce type en uniforme de police est en réalité le plus grand assassin du monde, réincarné pour se venger de la mafia. Mais avant que cela n'arrive, une femme alerte des policiers qu'une femme dans une ruelle semble avoir des ennuis. Les officiers répondent qu'ils iront voir. Quand la femme s'éloigne, l'un d'eux soupire. Il grogne qu'ils devraient juste rentrer chez eux, clairement mécontent de la situation. Son partenaire désigne les gens là-bas et dit qu'ils devraient aider. L'officier demande pourquoi ils devraient s'en préoccuper. Il dit qu'il y a beaucoup de voyous dans le coin, donc ils ne peuvent rien faire à deux. De plus, même si ce n'est pas le cas, ils ne feront probablement que causer plus de problèmes. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, et ça devient agaçant. À ce moment-là, quelqu'un de l'extérieur leur crie de laisser la fille partir. Les officiers se retournent, surpris de voir leur collègue dans la ruelle. L'agresseur demande ce que ce type veut. Le protagoniste répond simplement qu'il devrait la laisser partir. L'agresseur rit en s'approchant. Il demande ce qui arriverait s'il ne voulait pas, soufflant de la fumée au visage du jeune homme. Le protagoniste met l'homme à terre d'un coup rapide à la mâchoire. Même la cigarette de l'agresseur tombe par terre. Il s'effondre, se plaignant de la douleur, tandis que tout le monde regarde, choqué. Le protagoniste répond que s'il ne la laisse pas partir, il et Y forcera. L'agresseur se relève, interpellant le type et ses subordonnés s'avancent pour se battre. Cependant, le protagoniste met à nouveau l'agresseur à terre d'un seul coup, l'envoyant voler. Les policiers dans la voiture sont stupéfaits. L'agresseur se plaint depuis le sol, proférant des insultes. Il met la main dans son manteau, en sort une lame et dit qu'il le regrettera aujourd'hui. Le protagoniste demande avec défi s'il va vraiment l'attaquer. L'agresseur dit qu'il va s'en prendre à lui tout de suite, mais le protagoniste répond qu'il ne le fera jamais, car il n'a pas les yeux de quelqu'un qui met ses menaces à exécution. L'agresseur bégaye, demandant s'il pense qu'il ne l'attaquera pas. Le protagoniste lui dit simplement d'y aller. Il pointe la lame vers lui-même, le mettant au défi de continuer. Mais il prévient que s'il ne le fait pas correctement, c'est lui qui perdra, faisant reculer l'agresseur de peur. Il laisse tomber la lame par terre. Il demande qui il est en reculant. Le protagoniste lui demande ce qu'il en pense. Il est celui qui arrête les gens comme lui serrant l'épaule. Puis, il montre sa casquette de police tout en le réprimandant à nouveau. Une semaine avant tout cela, au port des Hinchons, un homme ouvre une caisse de chargement, se retrouvant face à plusieurs personnes. Il dit que tout le monde est déjà là, se présentant comme l'âge légendaire, Baekwang. Son collègue, Dan Puong, lui demande pourquoi il est en retard tout en inspectant son équipement. Il veut savoir s'il les méprise simplement parce que c'est leur dernière rencontre. Le protagoniste dit qu'il n'était pas si en retard, mais il veut savoir quelle est la mission, alors que tous ses collègues le dévisagent. Puis l'un d'eux s'avance avec une chaîne, disant que Bodhisattva leur a dit de s'occuper de lui. Un homme l'attaque avec une chaîne, mais Baekwang se défend et le neutralise d'un coup de coude. Cet adversaire tombe au sol, et le protagoniste fait tournoyer la chaîne. Il demande ce qu'ils font. Dan Puong répond que c'est juste leur travail, et le protagoniste répète le mot. Son collègue dit que c'est la cérémonie d'adieu pour l'âge légendaire Baekwang. L'un des adversaires avance avec une lame, mais le protagoniste l'immobilise avec la chaîne. Il porte un coup précis et fait face à un autre homme avec une arme lourde. L'homme essaie de frapper l'épaule du protagoniste, mais celui-ci se contente de lancer un regard froid à son adversaire. Le protagoniste le met à terre d'un coup de pied. Puis, il se tourne vers un autre homme armé et esquive son attaque. Il utilise la chaîne pour l'immobiliser et le vaincre. Dan Puong observe cela froidement tandis que Baekwang saisit la chemise de l'homme. Il demande si l'on montait tous à juste pour essayer de l'éliminer. L'homme blond sort quelque chose de son manteau et dit que c'est un problème. Il voudrait utiliser des armes à longue portée, puis sort un pistolet. Il répond alors que c'est un ordre de Bodhisattva, et que s'il n'est plus en forme, il devrait simplement l'accepter et abandonner, sachant que nettoyer une arme est une corvée. Baekwang demande si ce sont vraiment les ordres de Bodhisattva. C'était définitivement sa dernière mission, et on lui avait dit qu'il serait libre une fois terminé, alors il veut savoir pourquoi. Dan Puong répond qu'il pourra le découvrir plus tard et lui dit au revoir en pointant son arme. Le protagoniste se jette sur lui, enragé, et la confrontation se termine rapidement. De l'encens brûle dans un temple où Bodhisattva est en prière. Il regarde une photo, puis son téléphone sonne. Il demande si l'on terminé, et Baekwang répond que oui, c'est fait. Bodhisattva éloigne le téléphone de son oreille. Pendant ce temps, le protagoniste, ayant vaincu Dan Puong, le gronde. Bodhisattva demande si c'est l'âge légendaire. Il dit qu'il préparait la cérémonie du 49e jour et veut savoir comment il a deviné que c'était son propre service commémoratif. Baekwang demande s'il est au temple. Son patron demande où un moine pourrait bien être sinon chez lui. Mais il veut savoir si Baekwang pense vraiment pouvoir l'atteindre, avec plusieurs agents devant le temple. Le protagoniste lui dit simplement de laisser la porte ouverte. Il dit qu'il est presque là, debout devant l'endroit, une arme à la main. Puis, il laisse tomber son téléphone, disant que s'il ne lui ouvre pas la voie, il s'en créera une lui-même. Ils doivent en parler en face à face.
Un agent s'approche, disant que Bodhisattva prépare une cérémonie en ce moment, mais le protagoniste lui fait face. Il dit qu'il a recruté des jeunes pour en faire des agents et a profité des conflits des autres. L'âge reste silencieux en entendant cela. Puis, il serre fermement son arme et la place sur son épaule. Le protagoniste se déplace plus vite et le neutralise d'un coup précis. Il lui dit de dégager de son chemin, pensant que depuis l'enfance, il a été élevé pour être un outil. Cet homme lui avait tout pris. Son corps, sa vie, et maintenant, même sa famille. Le protagoniste se tourne vers un autre agent et crie, pensant que maintenant, il voulait même lui ôter le droit de vivre alors que quelqu'un pointe une arme sur lui. Bekwang dit qu'il avait promis de lui rendre sa vie. Dès qu'il aurait terminé la dernière mission, il crie qu'il l'avait promis. Bodhisattva le confirme et dit que c'est pourquoi il va maintenant le laisser avoir une vie normale, car le destin de tout le monde est le même un jour. Telle est la vie humaine. Il se prépare alors à tirer. Il lui demande d'avoir pitié, et Bekwang pense simplement qu'il trouvera un moyen de se venger. Même si cela devait prendre beaucoup de temps, il le ferait. Soudain, ses yeux s'ouvrent brusquement sur des gens qui lui disent de se réveiller. Il fait face à plusieurs policiers. Une femme demande ce qui se passe, et son collègue répond qu'il pourrait avoir une perte de mémoire. La fille dit à Kim Kyun-so de se réveiller, et le protagoniste demande qui c'est. Elle répond que c'est lui. Puis son collègue crie que voici sa carte d'identité et un miroir. Il était au commissariat de police d'Ilseon. Le protagoniste répète le nom de l'officier de police Kim Kyun-so, l'âge légendaire Bekwang. Il tient le miroir en demandant ce que c'est. Il avait été vaincu et s'est réveillé en tant que policier. Après avoir été trahi par l'organisation, il devrait être en train de planifier son retour. Mais le voilà en train de se faire sermonner. Un policier gronde Kim Kyun-so. Le protagoniste se demande comment il s'est retrouvé dans cette situation pendant que sa collègue garde la tête baissée. À son réveil, Bekwang s'est regardé dans le miroir en disant que ce type avait essayé de tout abandonner. La fille le confirme et demande comment il a pu se faire ça. Son collègue dit qu'il a eu de la chance d'être retrouvé à temps et qu'il a été inconscient pendant une semaine. Puis la femme dit au jeune homme d'écouter attentivement. Parce qu'écrire les noms de ses supérieurs dans sa lettre de suicide ne résoudrait jamais tous ses problèmes. Kyun-so demande de quoi elle parle, et elle répond qu'il l'a écrit. Les noms de ses supérieurs qui le harcelaient étaient dans sa lettre où il disait remettre en question leur méthode. Dehors, Wang Shil-minute demande pourquoi les recrues de cette année sont si compliquées. Il dit ensuite que les parents du protagoniste sont morts après avoir commis un crime. Il demande pourquoi il essaie de suivre leurs traces, et Yoon-chon fait remarquer que le fils d'un criminel est devenu flic. S'il veut s'attirer des ennuis, il devrait le faire sans attirer l'attention. Il n'aurait pas dû écrire leur nom dans sa lettre de suicide. Il lève alors la main pour le frapper. Un bruit sourd retentit, et Shilmin est stupéfait. Le protagoniste lui saisit le bras, et le supérieur demande s'il a perdu la tête. Il exige de savoir comment il ose l'arrêter. Puis, il interpelle Jio-Guyon-hye, et la fille répond en sursautant. Cheol-minute demande si ce n'est pas un acte de rébellion, et elle répond qu'elle ne peut pas voir de sa position. Yoon-shin s'accroupit et dit qu'il va l'aider à se relever, la saisissant agressivement pendant que Kyun-shin les gronde. Le frère se tourne vers lui. Kyun-shin continue, disant que cet endroit est aussi un vrai bazar. Cheol-minute demande ce qu'il a dit, mais le protagoniste applique une force sur son bras. L'homme commence à se tortiller, et Kyun-shin demande ce qui se passe. Keolman lui dit de le lâcher, mais le protagoniste le met à terre d'un coup rapide. Il tombe au sol, et son frère demande, les yeux écarquillés, ce que c'était. Le protagoniste se prépare pour son prochain mouvement, neutralisant le supérieur de police d'un coup décisif. L'homme tombe au sol, neutralisé. Ses collègues sont stupéfaits, et Jang Ni crie qu'il se rebelle contre ses supérieurs. Dans une autre pièce, le surintendant Choi-jin a dit au protagoniste de partir. Il demande qui a déjà entendu parler de flics qui se battent entre eux, surtout contre des supérieurs, et s'il pensait qu'il ne pouvait pas être facilement renvoyé juste parce qu'il était flic. Mais il s'assurera qu'il ne portera plus jamais cet uniforme et lui dit de sortir de son bureau maintenant. Alors que le crépuscule s'installe ailleurs, le protagoniste enlève sa casquette, réfléchissant à la situation, se demandant comment les flics pourraient être pires. Il se souvient de ce qui s'est passé au commissariat et de la fille appelant Kim Kyun-so. Elle a demandé s'il avait perdu la tête, et le protagoniste a répondu que c'était de la légitime défense. Un autre collègue lui demande s'il a oublié que le père de ces deux-là était un commissaire adjoint. De plus, il avait l'un des insignes de classification de police 5 étoiles, donc il devrait juste rentrer chez lui en toute sécurité car il leur manquerait. De retour sur le banc, le protagoniste remarque que c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas arrêter les gens comme lui, et qu'il ne faisait que perdre son temps dans ce commissariat. Leur père a cette médaille, qui équivaut à une étoile de général dans l'armée. Il pensait qu'il aurait dû au moins renaître en tant qu'officier de haut rang, mais il était toujours exilé de l'organisation. Pendant ce temps, un petit garçon demande ce qu'est un policier. Kim Kyun-so regarde sa casquette, disant que malgré tout, il se souvient quand il était un petit garçon par terre, et que le moine lui a tendu la main, lui demandant s'il voulait venir avec lui, et le petit garçon a accepté, effrayé. Jusqu'à ce qu'avec le temps, il devienne Bekwang, un exécuteur légendaire pour l'organisation. Le moine l'appelle,
et le protagoniste se retrouve face à une arme, où il demande pitié à Bouddha, et un coup de feu retentit. De retour chez lui, le protagoniste réfléchit à sa situation difficile. Il répète le nom de Kim Kyun-so et regarde le livre d'introduction à la science policière sur son bureau. Il avait été abandonné par ses parents et par l'organisation, et avait aussi perdu la vie. Mais au moins, ils avaient une chose en commun, se demandant s'ils devraient partir maintenant. Dans la région de Gyeonggi-do, au sein du commissariat de Seobu, un homme avec 2 médailles Tagook, le surintendant général Hong-jun, regarde sa tablette. L'affaire d'enquête sur le temple Wagax avait été classée jusqu'à ce qu'une voix derrière lui dise que ça fait longtemps. Lui demandant s'il va bien, Hong-jun se retourne en demandant ce que c'est, mais le protagoniste l'arrête avec un stylo prêt, suggérant qu'il parle un peu. Hong-jun demande qui il est, et le protagoniste répond qu'il est Baekwang. L'homme est surpris et demande de quoi il s'agit. La situation étant plus calme, Hong-jun dit que c'est absurde. Il est Baekwang, qui a perdu la vie et s'est réveillé en flic, et il serait impossible de le croire. Le protagoniste répond qu'il ne lui demandait pas de le croire, car il le menaçait, puis Hong-jun soupire. Kyun-so se lève en appelant Monsieur Hong, car il va aider à l'enquête sur HW-Guxa, attirant son attention. Le protagoniste le regarde froidement, et Hong-jun demande qui il est exactement. Kyun-so répond qu'il était Baekwang. Sous la table, on attrape une radio, commentant que ce n'est pas l'endroit pour parler de HW-Guxa. Mais la radio trahit son plan et fait un bruit. Le protagoniste appelle Monsieur Hong et dit qu'il va se répéter une dernière fois car il ne demandait pas une faveur. Dans le couloir, tous les officiers avaient été neutralisés, et le protagoniste dit qu'il le menaçait. On est incrédule et répète la question, voulant savoir qui il était. Le protagoniste dit à nouveau qu'il était Baekwang et qu'il y a 3 ans. Ils avaient fait une promesse. Alors que le surintendant en était blessé au sol, le protagoniste l'appelle par son nom et se présente. Hong-jun demande s'il est de Waguksa, et le protagoniste répond en demandant s'il est la personne derrière le Bouddha qui cause tant de problèmes. Il est le premier à s'approcher autant de lui, et Bouddha lui a demandé de transmettre un message. Disant qu'il n'a aucun intérêt pour les gens comme lui et pointant une lame sur Hong-jun, il demande pitié au protagoniste. Baekwang demande s'il veut la pitié. Appelant Monsieur Hong tout en enlevant son masque, disant qu'ils vont conclure un marché. Il laissera le surintendant en vie. Et en retour, il promettra de mettre ce type en prison d'ici 3 ans et inventera quelque chose pour le dénoncer. Hong-jun demande pourquoi, s'il était dans la même organisation que Bouddha, et Baekwang veut savoir s'il aime les moines, car il avait une grande aversion pour eux. De retour dans le présent, Kyun-so dit que c'était leur promesse, mais qu'il ne l'a pas tenue. Puis, il étudie le visage de Hong un instant, disant qu'il avait 2 Taeguk et a été beaucoup promu durant ces 3 ans. Donc, en plus de rompre sa promesse, il a léché les bottes de ses supérieurs. Dans ce cas, cela ne lui laissait pas d'autre choix que de l'arrêter définitivement, effrayant Hong. Il crie qu'il n'a pas rompu sa promesse exprès, qu'il n'avait pas le choix, demandant s'il pense être arrivé si loin juste en flattant ses supérieurs et que c'est plus facile d'obtenir des informations confidentielles à ce poste. Et avec toutes les informations qu'il a recueillies, par le passé, après une présentation, ses supérieurs l'interrogent sur le groupe organisé d'exécuteurs. Parce qu'il disait que le chef présumé de l'organisation est le moine YOOHW, connu sous le nom de Bouddha. Hong-jun confirme, montrant son visage à l'écran. Les supérieurs rient, disant que le surintendant général Hong doit lire trop de bandes dessinées, car le temple Wagakusa est un site du patrimoine culturel national. Jun dit que les résultats de l'enquête de son équipe le montrent clairement jusqu'à ce qu'il soit interrompu. Un homme avec 5 Taeguk sur l'épaule dit que s'il ne fait pas attention, il pourrait subir un châtiment divin, ce qui surprend Hong. Il continue en disant qu'il devrait garder la religion pour eux et s'occuper de leurs propres affaires. Kyun-so résume qu'il a été arrêté par quelqu'un au-dessus de lui, et Hong le confirme, lui tendant une enveloppe et lui disant de voir par lui-même, car c'est ce que lui et son équipe ont réussi à rassembler avec beaucoup d'efforts. Le protagoniste lit le texte, le feuilletant rapidement. Puis il commente qu'il comprend maintenant, mais qu'il a été arrêté parce que son enquête était trop faible. Malgré tout, certaines de ces choses étaient justes, et il le laisserait vivre pour l'instant. Mais il demande rapidement pourquoi il a l'air si soulagé, car il avait dit pour l'instant, rendant Monsieur Hong inquiet. Kyun-so ajoute qu'à partir de maintenant, on va l'aider à éviter d'être stoppé pour de bon. Il le salue et dit qu'il espère bien s'entendre avec lui dorénavant. Puis il l'appelle supérieur Hong, le laissant abasourdi. Les oiseaux chantent à l'aube au poste de police d'Ilson. Ji et sa collègue travaillent sur l'ordinateur lorsque la porte s'ouvre brusquement avec un grand bruit. Elle se demande ce que c'était, et Kyun-so les salue d'un bonjour. La jeune femme s'approche, lui demandant s'il n'a pas été renvoyé. Choi-jin ouvre la porte de son bureau avec colère, demandant ce que signifie tout ce vacarme. Il est surpris de voir le visage du protagoniste et l'appelle par son nom. Il s'approche en disant qu'il lui avait dit de ne plus jamais montrer son visage ici et que ses supérieurs étaient en congé maladie, alors il ferait mieux de disparaître au plus vite. Jusqu'à ce qu'une silhouette s'approche derrière Kyun-so, Choi-jin est abasourdi et s'envoie en découvrant de qui il s'agit, s'exclamant « Monsieur le surintendant général ». Les autres officiers le saluent, et Choi-jin demande ce qui l'amène ici.
Hong-jun répond qu'il est juste passé voir à quoi ressemblait le lieu de travail de Kyun-so. Mais il veut savoir ce qui se passait ici, et Choi-jin s'interroge sur la relation entre les deux. Le surintendant général répond que l'officier Kim Kyun-so est son sauveur, et qu'ils doivent donc bien s'occuper de lui. Le protagoniste se rapproche de Hong-jun. Plus tard, à l'extérieur, il fait remarquer que la vie est facile quand on est un haut fonctionnaire, et Hong-jun demande si c'est tout ce dont il a besoin pour le moment. Le protagoniste répond qu'il y a encore une chose, car il a une faveur à demander. Alors que la nuit tombe au temple Waguksa, Bouddha prie, frappant des sphères devant la même peinture qu'au début. Il se retourne en sentant une présence et demande qui est là. Baekwang répond qu'il n'est qu'une pauvre âme remplie d'une immense rancune qui errait par là. Le moine est surpris. Le protagoniste entre en disant qu'on l'appelle un fantôme. Yua saisit les bâtons d'encens et se précipite pour les lancer sur l'homme. Au moment où ils sont sur le point de toucher son masque, Baekwang esquive simplement l'encens. Il fait remarquer qu'un moine ose endommager des temples qui abritent Bouddha et retire l'encens du mur. Le moine lui demande qui il est pour porter un tel masque, et le protagoniste répète qu'il n'est qu'un fantôme. Puis Yua claque des doigts, faisant apparaître ses subordonnés. Il poursuit en disant qu'il va donc l'aider à passer de l'autre côté et à atteindre la lumière. Les hommes s'avancent vers lui tandis que le moine continue de se concentrer. Baekwang se déplace rapidement contre un adversaire et le neutralise. L'homme lâche son arme, qui tombe rapidement dans les mains du protagoniste. D'autres adversaires s'avancent vers lui. Un homme avec une hache tente de l'attaquer, mais Baekwang est plus rapide. Il parvient à le neutraliser puis s'occupe d'arrêter les autres. L'adversaire tombe au sol, maîtrisé. Ses adversaires sont surpris par cette action. Le moine reste sans voix tandis que le protagoniste le fixe sérieusement. Puis il compare cet homme à Baekwang. Bouddha crie que ça suffit. Le protagoniste analyse la situation un instant et pense que c'est exactement comme il s'y attendait. À cause des signaux d'interférence créés par l'orchidée, la caméra ne fonctionne pas. Baekwang dit que la situation est compliquée, car il y a maintenant plus d'âmes qui ont besoin de son aide pour atteindre la lumière. Il devrait commencer tout de suite. Sinon, ils deviendront des fantômes, tout comme lui. Bouddha repousse tous ces hommes et leur ordonne de se retirer. Il ne sait pas qui l'a envoyé ici, mais il semble plein de mauvaises intentions avec ce masque. Puis il ordonne au jeune homme de s'approcher, lui demandant de le laisser voir son visage. Baekwang répond que ce n'est pas la peine et qu'il est seulement venu dire bonjour. Il dit qu'il découvrira qui il est tant en voulu et qu'il doit attendre patiemment. Pensant qu'il doit encore entraîner ce corps, alors que Bouddha s'avance vers lui, sa main se rapprochant du masque. Soudain, un nuage de fumée explose. Les hommes commentent que c'était une bombe fumigène et demandent si leur maître va bien. Bouddha confirme, tout en tenant le masque dans sa main. Regardant la porte, fixant l'homme qui s'est enfui, sa main serre fermement le masque puis le brise. Bouddha se tourne vers l'encens et analyse sa table, se disant qu'il s'agissait bien d'un fantôme dans ce cas. Le lendemain, dans un parc, on semble avoir mal dormi. Kyun-so fait remarquer qu'il a vieilli de 10 ans en une nuit, et on me répond que c'est de sa faute, expliquant qu'il a eu beaucoup de travail. Entre nettoyer les dégâts de sa visite au poste de police et obtenir la bombe fumigène qu'il avait demandé. Il a fait des heures supplémentaires pour couvrir tout ça, et Kyun-so dit qu'il n'aurait pas eu à le faire s'il avait simplement arrêté le moine plus tôt. Hong-jun répond qu'il doit d'abord rassembler des preuves, puis travailler avec les procureurs, et le protagoniste demande pourquoi c'est si compliqué d'arrêter les responsables. Le surintendant dit alors qu'une personne qui a recours à de telles méthodes ne pourrait jamais comprendre. Le protagoniste répond qu'il n'a pas fait ça, mais a seulement agi contre ceux qui représentaient une menace, et qu'il en est la preuve vivante. Hong-jun dit à Monsieur Baekwang de faire attention. Personne au monde n'a le droit de se faire justice soi-même, même si la personne le mérite. Tout le monde est jugé et condamné par les lois de la société qui l'ont créé. Kyun-so demande si cet homme a été jugé et condamné par ces lois. On me répond que même s'il arrête 10 criminels, ils doivent présumer l'accusé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. Ils ont donc besoin de preuves solides pour arrêter ce type, et Kyun-so se plaint qu'il en a assez. Soupirant tristement, il se demande s'il ne devrait pas simplement créer sa propre brigade. Hong-jun crie qu'il est un officier débutant sans aucune expérience sur le terrain, donc il ne peut pas, même s'il est fort. Parce qu'au sein de la police, le grade est tout ce qui compte. Kyun-so demande quel grade il doit atteindre pour avoir l'autorité de créer sa propre brigade. On me répond qu'il doit avoir au moins un petit mugunwo. Le protagoniste dit qu'il doit donc se mettre au travail et qu'il va vite gravir les échelons pour être promu. On dit au jeune homme de ne pas causer de problème et d'attendre patiemment car il l'aidera, jusqu'à ce qu'il remarque que le jeune homme a déjà disparu, se demandant où il est allé. Au poste de police des Ilsins, Kyun-jae répète la question sur la façon d'être promu. Elle dit qu'il doit passer un examen de promotion, et son autre collègue demande à Kyun-so de s'occuper de la femme pour lui. Kyun-jae demande si sa mémoire n'est pas revenue puisqu'il devrait savoir ces choses, et le protagoniste demande quand a lieu l'examen. Elle répond qu'il doit avoir au moins 1 an d'expérience. Une femme agitée crie que le service est horrible, et le protagoniste résout la confusion tout en demandant s'il n'y a pas un moyen plus rapide d'être promu. Jeong-jae demande pourquoi il essaie d'obtenir un Mugen HW aussi vite que possible, et Kyun-so dit qu'il veut juste monter en grade. Elle lui dit de continuer à rêver,
car pour qu'un débutant en obtienne un an partant du bas de la hiérarchie, il faudra au moins 10 ans. Kyun-soo demande si c'est vrai même avec le soutien du surintendant général, et la jeune femme dit qu'elle est jalouse de lui. Mais en réalité, il peut passer les examens de promotion. Le protagoniste demande s'il n'y a pas un autre moyen. Elle répond qu'il n'y en a qu'un seul, une promotion spéciale. Si son score de performance augmente en appréhendant de grands criminels, il peut obtenir une promotion spéciale. Les débutants n'ont pas encore d'expérience dans ce domaine et se contentent de faire ce qu'on leur dit et de gérer les plaintes des citoyens. Avec le temps, ils pourraient sortir, mais elle remarque que le protagoniste est déjà parti, se demandant où il a filé, dans un autre quartier, des femmes s'acoquinant avec des hommes d'affaires, des bagarres de rue. Le protagoniste se dit que c'est ça, qu'il est à l'endroit parfait, se demandant pourquoi un policier aurait besoin d'être bon élève. Son travail est d'appréhender les malfaiteurs et de les traduire en justice. Alors maintenant, il va travailler dur, tenant sa casquette et se disant que c'est pour obtenir cette promotion spéciale. On dit qu'un Coréen sur 3 a un casier judiciaire. Bien sûr, la raison peut être un simple délit ou une infraction mineure. Cependant, 1 sur 3 est un chiffre très élevé. Et parmi les crimes commis, celui que Baekwang recherche maintenant est loin d'être insignifiant. Il cherche quelque chose de grave qui lui permettra d'avancer dans sa carrière. Le même genre de crime qu'il n'hésiterait pas à affronter dans sa vie antérieure. Voyant un homme avec une carte l'attendre à une autre femme. Il se dit qu'il l'a trouvé. Enfin, un crime à son niveau lié à des articles illégaux. Dans une boîte de nuit, le DJ arrête soudainement la musique. Les gens demandent pourquoi la musique s'est arrêtée, et l'homme s'adresse à la foule, demandant pourquoi tout le monde reste planté là aujourd'hui, car il veut voir la piste de danse en feu et n'en peut plus. Une femme demande quelque chose à boire, disant que s'il l'apporte, elles s'amuseront beaucoup plus. L'homme esquisse un sourire et demande si c'est ce que les filles veulent. Il dit que les autres doivent être fatigués et aimeraient quelque chose pour animer la soirée. Ils devraient se préparer alors qu'il lance des friandises en l'air. Alors maintenant, ils vont faire la fête comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais le protagoniste l'interrompt en disant que c'est impossible et met fin à la fête, car il se réveillera plutôt au poste de police. Le DJ demande si l'homme est en colère parce qu'il ne s'intégrait pas et lui dit de prendre une des friandises pour se remonter le moral, mais le protagoniste répond qu'il n'en a pas besoin. De plus, ces friandises sont des articles illégaux, laissant tout le monde sous le choc. Les gens commentent que c'était des choses illégales, et le DJ lui demande ce qu'il raconte. Il dit qu'il raconte n'importe quoi et veut savoir qui il est. Le protagoniste enlève sa veste, demandant qui il était, alors que les gens reconnaissent l'uniforme de police. Le DJ demande comment un flic est entré ici et ce que faisaient les videurs à l'entrée, mais son garde du corps dit qu'il n'en est pas sûr. Soudain, une bouteille heurte le mur près de lui, lancée par le protagoniste. Il dit qu'ils pourront continuer cette petite discussion dans une cellule de prison. Le DJ se met à courir de peur et dit à tout le monde de fuir avec lui. Ouvrant une porte, il prévient ses collègues que la police est là. Ils doivent tout prendre et partir, et son assistant l'interroge. Soudain, un homme maîtrisé trébuche dans la pièce. Le protagoniste neutralise l'assistant et continue de progresser dans la zone. Un des gardes du corps essaie la poignée de porte mais sans succès. Le DJ lui demande ce qu'il attend et lui dit d'ouvrir la porte maintenant. Mais l'homme dit que la porte est verrouillée, tous les gardes à l'extérieur étant déjà vaincus. Kyun-soo arrive et attire leur attention, leur demandant s'ils veulent vraiment se frotter à lui. Le DJ lui dit d'attendre et lui demande s'il est là tout seul. Kyun-soo demande quel serait le problème si c'était le cas. Alors, le criminel se demande pourquoi il a eu peur d'un seul flic et a cru qu'il était encerclé. Il appelle alors ses hommes. Kyun-soo remarque quelque chose d'étrange alors qu'ils sortent des autocollants rouges de leur poche. Les deux gardes du corps placent les autocollants sur leur cou. Soudain, les deux hommes réagissent avec malaise et crient. Kyun-soo feint la surprise. Le DJ dit que maintenant, il est dans le pétrin, mais le protagoniste s'élance et met à terre l'un des gardes. L'homme tombe au sol. Le jeune homme dit qu'il ne devrait pas faire autant de bruit. Puis le garde gémit, et Kyun-soo ajoute que le combat touche à sa fin. Le DJ regarde ses hommes se faire vaincre et tombe au sol, terrifié par le protagoniste. Il essaie d'interpeller l'officier en face de lui, disant qu'il devrait parler et lui demandant s'il veut quelque chose, car il peut lui obtenir tout ce qu'il désire. Le protagoniste demande s'il est sérieux. Le DJ répond oui et demande si c'est pour des objets de valeur ou de l'argent, car il lui en donnera. Mais Kyun-soo le coupe en disant que c'est une promotion spéciale, et qu'il veut juste ça, approchant sa main du visage de l'homme. Un téléphone diffuse un reportage indiquant que la nuit dernière, dans un club des Ulsan, tous les membres d'un gang ont été arrêtés. Les inquiétudes concernant les substances contrôlées en Corée du Sud tourmentaient la population. Choi-jin félicite le protagoniste pour son excellent travail, l'appelant chef Kyun-soo. Le jeune homme dit qu'il ne faisait que son travail mais le remercie. Jin demande quel genre de débutant abandonne son poste et critique sa façon de les arrêter, mais le protagoniste lui dit de regarder quelque chose, posant une feuille sur la table. Il mentionne qu'elle était cachée dans un coffre-fort sur les lieux du crime. Gina lui demande s'il a pris des preuves sur la scène du crime, et le protagoniste continue en disant que c'était des feuilles de Polonia. Il doit avoir compris maintenant, car c'était associé aux autocollants. Ailleurs,
Un homme portant un masque de phénix tient l'un de ses autocollants. Un homme est maîtrisé pendant qu'on le force à porter les autocollants. Une femme l'observe de loin, et l'homme masqué dit qu'il était le responsable des ils sont. La patronne demande ce que ses subordonnés attendent, leur disant de lui mettre un autre autocollant. L'homme supplie, mais l'autocollant est placé sur sa poitrine. Il s'évanouit et tombe au sol, immobile. Le phénix dit que frère Bekwang a été vaincu et que frère Feuille de Chêne a été puni. Elle ne veut pas être punie pour ça, alors elle doit s'occuper de ce flic rapidement. De retour au poste, Kyun-so dit que c'était le phénix de novembre, Polonia, connu pour son implication avec les substances. Dans ses pensées, le protagoniste réfléchit que la seule chose qu'il a sentie depuis qu'il est entré dans le corps de quelqu'un d'autre, c'est que ce corps est bien entraîné. La force musculaire, l'endurance, l'agilité et la souplesse sont toutes bien équilibrées. Malgré tout, pour arrêter le groupe Ulguxa et tous ses cadres, il a besoin de plus. Le protagoniste remue ses doigts et s'allonge sur le sol, soupirant en se reposant un instant. Il fait remarquer que ce corps n'est pas encore tout à fait prêt et qu'il a besoin de plus de temps. À l'intérieur du poste, ses collègues demandent si l'officier supérieur Kyun-so peut leur accorder une minute. Le protagoniste demande simplement ce que c'est. Dehors, il résume en disant qu'ils veulent aussi être promus. Tous les trois acquiescent avec des sourires. Kyun-so demande pourquoi il lui parle. Jeong dit que c'est parce qu'il a le soutien du surintendant général, mais sa collègue la corrige, disant que c'est parce qu'il a été promu récemment. Alors ils sont là pour lui, et s'il a besoin d'aide, il peut venir les voir car ils travailleront dur. Le protagoniste les regarde sérieusement et demande pourquoi il aurait besoin de leur aide. Gyeonggi lui demande s'il a déjà oublié à quel point ils ont été gentils avec lui, et le protagoniste confirme, disant qu'il a une amnésie à court terme. La jeune femme dit qu'ils ont été choisis ensemble par leur supérieur et lui ont rendu visite à l'hôpital, donc ils ont été gentils avec lui. De plus, ils sont collègues, et ce mot surprend le protagoniste. Il se souvient d'un jour dans un temple pluvieux. Quelqu'un demande s'il est Bekwang, une personne qui décide qui sera épargné et qui sera détenu, et s'il plaisante. Car un homme comme lui était le meilleur d'entre tous. Les deux autres n'y croient pas. Bekwang reste silencieux quelques secondes jusqu'à ce que quelqu'un interpelle Monsieur Bouddha, lui disant d'accorder un traitement spécial à frère Bekwang. La personne trouve ça agaçant et se demande pourquoi il n'est pas simplement détenu. De retour dans le présent, il répète le mot « collègue » et s'adresse aux trois, leur disant de revenir quand ils seront promus car ils ne sont pas collègues. Il a 3 losanges alors qu'il en ont 2. Jeong se met en colère, disant qu'il a été irrespectueux et qu'il devrait régler ça, tandis que Kyun-so plaisante en disant qu'elle se rebelle contre un supérieur. Soudain, une voix demande ce qui se passe ici. Les trois se retournent et se retrouvent face à Choi-jina qui veut savoir pourquoi ils sont là à ne rien faire. Il le salue, et Jina demande s'ils ont fini leur travail. Kyun dit qu'il prenait juste une pause. Choi-jin dit qu'il ne peut rien faire pour des débutants comme eux, mais que, bien sûr, Kyun-so est une exception. Il est le porte-bonheur de leur poste et lui demande s'il ressent une douleur quelconque. Par conséquent, il ne devrait pas se surmener. Ji-yeon pense que son supérieur a complètement changé maintenant qu'il va être promu grâce à Kyun-so, mais quoi qu'il en soit, elle est curieuse de savoir ce que ces deux-là complotent maintenant. Ailleurs, Young-chan se plaint du protagoniste. Chul-min dit à son frère de se calmer, car s'il s'énerve, sa tension artérielle va monter en flèche, mais l'aîné demande comment il est censé rester calme. Le surintendant général le couvre, et en plus de ça, il a aussi obtenu une promotion spéciale. Tout son poste tourne autour de lui maintenant, et il ne le croira pas avant de l'avoir vu de ses propres yeux. Jusqu'à ce qu'une femme s'excuse auprès des officiers, demandant si elle peut leur demander une faveur car elle a besoin d'aide pour trouver quelqu'un. Young-chan dit qu'il n'est pas là pour rendre service et qu'il ne connaît pas le chemin non plus, alors elle devrait se débrouiller toute seule. Mais Cheol-min dit à son frère de regarder. Tous deux sont surpris alors que la fille blonde s'approche d'eux, disant que son téléphone n'a plus de batterie. Young-chan s'excuse d'avoir été impoli, et Cheol-min lui dit de ne pas trop s'emballer. La fille leur demande de nouveau de l'aide. Les frères s'approchent et lui demandent où elle va. Elle répond qu'elle se dirige vers le poste de police des Ilsan. Young-chan dit que c'est le poste où il travaille et Chul-min ajoute qu'ils pourraient y aller ensemble. La fille sourit et dit que c'est un soulagement, car s'ils sont du poste de police des Ilsan, ils doivent connaître l'officier Kim Kyun-so. Les frères restent silencieux quelques secondes, puis disent que c'est une de leurs connaissances et leur subordonnée et lui demandent ce qu'elle lui veut. La fille dit qu'il a des choses qui lui appartiennent, et que son père sera très en colère si elle ne les récupère pas. Chul-min commente qu'il pensait qu'elle était sa petite amie, et Young-chan dit qu'il serait parti. La blonde sort un biscuit et dit qu'en guise de remerciement, il devrait manger du pain gukwa en marchant. Hong-jun, dans son bureau, lit le rapport sur le phénix de novembre, Palonia. Selon les rapports fournis par Bekwang, elle est responsable des finances de Waiguk et commet des crimes, principalement par l'utilisation de substances contrôlées, chacune ayant un stade différent. On les appelle les larmes de Bouddha. Il est à noter qu'elle a peur d'être punie, et qu'elle est la plus tristement célèbre. Kyun-so était au poste en train de prendre un café avec ses collègues quand la fille entre en mangeant des biscuits. Plus tôt dans la rue, les frères qui avaient mangé les mêmes biscuits s'étaient évanouis.
La blonde les mange comme si de rien n'était et se tient devant les officiers. Kyun-so et Hong-jun la considèrent comme une personne instable de Waksu. Puis la femme dit « Je vous ai trouvé, monsieur l'officier ». Elle fixe le protagoniste de manière obsessionnelle. Ji-yeon et lui demande si elle a perdu un objet quelconque. Elle répond qu'il lui manque des feuilles de Polonia, et l'officier ne comprend pas. La femme continue en disant que c'était des fleurs de Polonia enveloppées dans sa feuille. Ji-yeon et lui demande si elle a quelque chose comme ça et qu'il suffit de vérifier, mais la femme dit non. Il n'y a pas besoin de vérifier s'ils sont avec elle car Kyun-so a les objets. Son collègue demande de quoi parle cette femme, et le protagoniste pense qu'elle n'a pas changé du tout. Il ne sait pas ce qui lui passe par la tête, et il est hors de question de passer des appels grâce au brouilleur de signal de l'orchidée, les caméras de sécurité non plus. Guillon-J lui demande s'il l'ignore. Le protagoniste fixe la fille, pensant que tout a commencé à cette époque. Il manie une épée en bois alors que la fille charge vers lui. Elle serre fermement l'épée et tente de frapper le protagoniste. Baekwang fait face à l'arme et contre-attaque, la frappant à l'abdomen. La fille sent l'impact et laisse tomber l'arme au sol. Le protagoniste pointe l'arme sur elle. Bouddha arrive par derrière et demande ce que Baekwang en pensait, si l'un d'eux pouvait être utile. Le protagoniste baisse les yeux puis secoue la tête. Bouddha dit que c'est ce qu'il pensait et claque des doigts. Les agents commencent à les encercler. Bouddha leur ordonne de neutraliser tout le monde. Baekwang est surpris et lui demande d'attendre, disant qu'avec un peu d'entraînement, il pourrait devenir bon. Mais Bouddha dit que l'empathie est une émotion inutile pour lui. Le protagoniste se contente d'accepter et détourne le regard, ressentant la souffrance des enfants. Il ferme les yeux alors qu'un agent appelle Monsieur Bouddha. La fille pose l'épée au sol et dit qu'elle peut encore se battre car elle s'entraînera dur et lui sera utile. Bouddha demande si l'enfant veut vraiment ça. Alors ce sera plus facile si elle est vaincue et qu'elle réessaie une autre fois. La fille supplie Monsieur Bouddha et se débat alors qu'on la maîtrise. Baekwang détourne le regard pendant que les agents l'immobilisent et la forcent à boire un liquide. Au fil de la journée, Bouddha leur a dit de tout nettoyer puisque tout était réglé. Mais la fille était toujours consciente même après avoir ingéré le liquide. Bouddha est surpris par cela. Alors il les mène dans une pièce et lui dit de passer une série de tests en un mois. C'est à accent grave dire, si elle voulait lui être utile. Ainsi, la fille a développé une grande résistance petit à petit. Et quand elle est devenue adulte, Bouddha lui a donné le masque en lui disant qu'elle serait le phénix de novembre. Elle remercie Monsieur Bouddha et dit qu'elle sera une enfant utile. Depuis lors, elle est devenue une personne instable et obsédée, demandant si Kyun-so allait l'ignorer. Puis elle veut savoir où étaient ses objets. Exigeant une réponse, Kyun-so pense que trop de gens regardent. Alors il dit que ses objets sont chez lui. Il lui demande si elle veut le suivre là-bas, pensant qu'après l'avoir attiré dehors, il l'arrêterait définitivement. La fille regarde froidement le protagoniste. Kyun-so lui demande de venir avec lui, et son collègue l'avertit qu'il ne peut pas simplement partir par-dessus la table. Mais le phénix le traite de menteur, car il ne garderait pas d'objets dangereux chez lui. Ses collègues sont surpris d'entendre ça. Phénix lui demande s'il pensait vraiment qu'elle tomberait dans son piège. Alors elle sort des seaux de son sac, et le protagoniste regarde pendant qu'ils sont lancés. Il esquive juste en bougeant la tête. Ses collègues sont touchés au visage par les seaux. Il commence à en sentir les effets, perdant conscience peu de temps après. Phénix appelle son oppa, pendant que ses subordonnés appliquent les seaux aux autres personnes du poste de police. Elle commente qu'il ne laisserait pas tout le monde être vaincu, et que s'ils ne sont pas soignés rapidement, ils connaîtront un sort funeste. S'il lui dit où sont ses objets, tout sera résolu. Le protagoniste charge vers la fille à une vitesse impressionnante. Il réussit à détruire l'appareil qu'elle transporte. La fille est surprise par cela. Le protagoniste annonce que le brouilleur de signal a été détruit, l'écrasant avec ses doigts. Phénix se met en colère à propos de son équipement détruit. Kyun-so prévient qu'il va appeler des renforts. Personne ne les regardait maintenant. Ce sont les conditions parfaites pour une confrontation, et il pointe sa matraque vers elle. Phénix demande de quoi il parle. Le protagoniste répond qu'elle comprendra une fois qu'il lui aura remis les idées en place, et qu'il devrait commencer bientôt pour s'assurer qu'elle se souvienne du bon vieux temps. Elle lance un regard froid au protagoniste, mais se met à rire, en commentant que ce papa est plutôt coriace et qu'il la menace. En plus de ça, il a endommagé son équipement et doit passer une sale journée. Kyun-so s'avance pour la frapper avec la matraque, mais Phénix réussit à esquiver. Il enchaîne immédiatement avec un coup de genou pour la toucher. La fille recule sous l'impact des coups. Elle passe la main sur son front, sentant la blessure. Puis elle le traite de flic agaçant et lui demande s'il veut être vaincu. Kyun-so répond qu'elle est encore plus laide quand elle est en colère. Phénix dit qu'il l'a un peu surprise et qu'il n'est pas un flic normal. Le protagoniste lui dit d'arrêter de faire semblant d'être calme. Elle essaie de découvrir d'où vient le protagoniste et s'il a été dans les forces spéciales, mais le protagoniste ne répond pas à ses questions. Elle retire un seau de sa poitrine et dit qu'elle se fiche complètement de son ancien travail. Kyun-so dit que c'était déplaisant alors que la fille réagit avec inconfort. Puis elle esquisse un sourire, disant qu'elle croit qu'il sera bientôt sur la voie de la défaite. Kyun-so se contente de relever la tête. La fille se précipite vers lui à une vitesse immense. Le protagoniste la frappe avec la matraque, demandant si elle pense que le saut suffira. Phénix tombe au sol, sentant l'impact.
Kyun-soo lui demande si elle n'a toujours pas compris, même après avoir été maîtrisée, car il lui en faudra au moins 10 si elle veut avoir une chance contre lui, alors qu'il déchaîne des dizaines de coups. La fille essaie de résister aux attaques. Puis, elle fait un mouvement rapide avec sa main. Elle demande comment il ose. Kyun-soo commente qu'elle ne changera jamais, car elle semble toujours compter sur ses objets et évite d'entraîner son corps. Mais vu la situation actuelle, il devrait la remercier pour ça. La fille lui demande qui il est et lui dit d'arrêter de faire semblant de la connaître. Il s'accroupit en se demandant qui c'est ça, et voulant savoir qui la fille pense qu'il est, il la renverse d'un coup de matraque. La fille tombe par terre. Sans lui laisser le temps de se reposer, le protagoniste place sa matraque sur elle, disant qu'elle devrait être capable de le reconnaître maintenant qu'elle est dominée de la sorte. Phoenix demande de quoi il parle, et le protagoniste dit que même avec son esprit embrumé par tout ce qu'elle a consommé, il appuie la matraque contre elle pour l'immobiliser, disant qu'elle réalisera qui il est avant d'être vaincu. La fille lui dit de la laisser partir en s'agrippant à la matraque. Baekwang dit que son combat est terminé. Cependant, la matraque se rétracte sans l'action du protagoniste. La fille réussit à respirer, il se plaint en soupirant. Il commence à parler de la matraque, mais la fille l'interrompt d'un coup au visage avant qu'il ne puisse finir. Phoenix commence à respirer fortement. Kyun-soo commente que la qualité de l'équipement est plutôt mauvaise, et qu'il donne des choses bon marché comme ça aux policiers de Baran. Pas étonnant qu'ils se battent si mal. Soudain, la femme se jette une fois de plus sur Kyun-soo. Le protagoniste bloque, mais remarque quelque chose dans l'espace entre ses bras, se demandant ce qu'est ce saut différent sur le corps de la fille. Car il n'a jamais vu un saut comme celui-ci, un qui rend son œil rougeâtre. Se demandant si c'était un nouvel objet jusqu'à ce qu'il baisse les yeux et que sa main montre une réaction étrange. Il pense que ça n'a pas l'air bon, car il a été affecté par un simple contact ou par les vêtements. Mais même ainsi, elle ne semblait pas être en meilleur état que lui, demandant qui il était, et pourquoi il avait la même expression que Baekwang, jusqu'à ce qu'un subordonné appelle Madame Phoenix, l'avertissant que Monsieur Orchidée a pris contact et que les renforts de la police sont presque là. Kyun-soo leur dit de sortir d'ici et qu'il la laissera partir pour aujourd'hui. Comme il se reverrait bientôt, pensant qu'il n'y a aucune chance que la police la poursuive, Phoenix se retourne en retirant le seau et leur dit de rassembler tout le monde. Son subordonné lui demande si elle va bien, mais la femme se demande simplement pourquoi ce flic lui rappelle Baekwang. Plus tard, les voitures de patrouille et les ambulances arrivent. Hong-joon demande si Kyun-soo les a perdus, mais le protagoniste jette la matraque dans sa direction. Se demandant comment une matraque peut se briser juste sous la pression, Hong-joon se plaint qu'elles ne sont pas mauvaises, mais qu'il ne faut juste pas les utiliser de cette manière. Le protagoniste lui montre ses mains, car il ne les sentait plus. Hong-joon appelle immédiatement les médecins, et le protagoniste pense que c'était une tournure inattendue des événements, et qu'il a eu de la chance que Phoenix ait eu peur. Il se demande si cela s'est produit simplement par contact à travers les vêtements ou s'ils ont augmenté la puissance originale. Ou peut-être que c'est un nouveau composé, pendant que le docteur demande ce que c'est. Kyun-soo pense qu'elle est devenue un danger ambulant à ce stade et espérait que ça irait, mais il semble que les choses vont devenir mouvementées. Il dit qu'il a une faveur à demander au surintendant général, et on me demande ce que c'est cette fois. Plus tard, de retour chez lui, le protagoniste s'approche de la porte et l'ouvre, mais les subordonnés de Phoenix étaient dans l'obscurité. Une grenade fumigène est lancée, et il commente qu'ils l'ont eu, car c'est un composé qui provoque la confusion et finalement l'inconscience. Mademoiselle Phoenix a dit qu'elle en avait mis beaucoup, donc les effets pourraient être plus intenses. Et il pourrait souffrir des conséquences du composé, mais le protagoniste portait un masque à gaz, pensant qu'il avait emprunté du matériel. Pas du genre cher, car il veut du bon matériel, disant qu'il savait déjà que les hommes venaient. La fille effrayée était si terrifiée qu'elle ne s'est même pas montrée, mais peu importe, car il va tester à quel point cet équipement est cher. Le protagoniste pointe son arme, et les hommes sont surpris. Ils se demandent comment il a obtenu cet équipement, tandis que leur collègue leur dit de ne pas avoir peur car l'arme doit être déchargée. Mais le protagoniste neutralise le premier homme puis continue à immobiliser les deux autres jusqu'à ce qu'il vide le chargeur. Avec les deux au sol, il s'approche. Analysant les hommes immobilisés, il commente que cette arme est très bonne. La police arrive à l'immeuble et les résidents demandent ce qui s'est passé, tandis qu'un officier leur dit de rentrer à l'intérieur. Les résidents avaient entendu des bruits forts ou c'était peut-être leur imagination. Hong-joon dit que même si c'était des balles en caoutchouc, il a exagéré. Il se demande si les hommes respirent, mais Kyun-soo dit qu'il leur a donné exactement ce qu'ils méritaient. Il pourrait se réveiller pendant le transport, donc il doit s'assurer que quelqu'un retire les capsules d'urgence qu'il transporte. On commente qu'il est vraiment Baekwang. Kyun-soo demande s'il avait des doutes jusqu'à présent, même après lui avoir prêté l'équipement. Le surintendant dit qu'il ne peut pas le blâmer, car personne de Saint-Desprit ne croirait en la réincarnation. Mais après avoir vu l'incide de la substance impliquant Phoenix et celui-ci maintenant, il est sûr à 99% qu'il est Baekwang. Le protagoniste demande pourquoi pas 100%. Hong-joon se lève et dit que le 1% restant est dû au fait que s'il était Baekwang, il est insensé qu'il ne soit pas allé chercher le moine YOOHW pour l'arrêter.
Kyun-so répond que c'est lui qui a dit que les preuves solides sont importantes, et maintenant il dit ça parce qu'un policier ne peut pas faire une telle chose. Hong-joon dit que c'est la pensée correcte du point de vue d'un policier, mais pas de celui de Baekwang. Le protagoniste répond que YOO est respecté et adoré par tous les citoyens du pays, et beaucoup de gens le considèrent comme une figure éclairée. S'il arrive quelque chose à cet homme, il demande comment le public le verrait, et le simple fait de l'arrêter ne résoudra pas tout le problème, car le monde souterrain est bien plus grand qu'il ne peut l'imaginer. Hong-joon demande s'il dit qu'il y a d'autres organisations en plus de Waeguksa, et le protagoniste répond qu'il ne se soucie pas des autres. Ce qu'il veut maintenant, c'est la chute de ce moine de toutes les manières possibles. Pour s'assurer que personne ne soit forcé de vivre comme il a vécu, Hong-joon reste silencieux quelques secondes mais dit qu'il aidera. Ils doivent travailler ensemble pour mettre cet homme derrière les barreaux. Kyun-so répond que le surintendant général a oublié, car c'est lui qui l'aide à ne pas être vaincu par lui rappelant la précédente démonstration de force. S'il ne veut pas être vaincu, il ferait mieux d'écouter, tandis que Hong dit qu'il l'a très bien fait. Le protagoniste répond que, enfin, ce n'est pas qu'il n'a pas essayé d'arrêter le moine, mais qu'il ne pouvait pas. Après tout, c'est lui qui lui a tout appris. Yohua confronte Phoenix, la tenant fermement, et la fille tressaille à son geste. Elle supplie Seigneur Bouddha, demandant pardon et pitié, tandis que le moine la regarde froidement, rempli de colère. Puis, il la pousse au sol, lui demandant si l'utilisation de tant de composés a affecté son jugement, puisqu'on lui a pris ses biens avant de s'introduire dans le poste de police. La fille implore son pardon en pleurant. Bouddha s'adresse à Phoenix, disant qu'il semble qu'elle ait besoin d'une leçon. La fille essaie de ramper pour s'éloigner, suppliant Seigneur Bouddha. Elle a eu tort et ne fera pas deux fois la même erreur. Soudain, des rires se font entendre de l'extérieur de la pièce. Les deux commentent qu'on dirait qu'elle pleure comme un bébé et qu'elle est tombée bien bas. Si elle pleure, elle perdra de la masse musculaire, et si elle perd le peu qu'elle a, elle disparaîtra tout simplement de la planète. Phoenix, au sol, interpelle les frères Lespedeza, demandant pourquoi ces individus sont là, et une femme demande « Que veux-tu dire ? Pourquoi ?» Elle ouvre son éventail et demande si elle ne pense pas qu'ils sont venus parce que Seigneur Bouddha les a appelés. Phoenix interpelle Fleur de Cerisier, et le frère se demande si cette femme est venue aussi. La fille se tourne vers Seigneur Bouddha, et le moine dit que tout le monde est là maintenant. Ainsi, l'affaire concernant l'élimination du Phénix de novembre allait commencer, tous se regardant fixement après avoir entendu ces paroles. Phoenix hurle pour obtenir le pardon du Seigneur Bouddha, disant qu'elle s'assurera de récupérer ce qu'elle a perdu et qu'il doit s'il vous plaît lui pardonner, mais le moine répond qu'il n'y a pas besoin de cela. Il l'a déjà récupéré, montrant les feuilles enroulées dans une boîte. La fille demande comment c'est arrivé. Bouddha se tourne vers ses autres subordonnés, voulant l'avis du Lespédès noir d'avril, du Lespédès de juillet et de la fleur de cerisier de mars. Juillet dit qu'il devrait s'occuper d'elle, et avril continue, en disant que gagner du pouvoir en utilisant des substances est la chose la plus perverse qu'elle puisse imaginer. Mars se tourne vers Phoenix, disant qu'au fil des ans, elle s'est beaucoup rapprochée d'elle, mais elle peut dire que le monde des professionnels est un monde cruel. Le moine essaie de dire que la plupart des gens ont déjà voté pendant que Phoenix interpelle Bouddha, disant qu'il est si cruel alors qu'elle pleure de peur car il était déterminé à s'occuper d'elle définitivement depuis le début, et Juillet commente qu'elle geint encore. Phoenix continue en disant qu'il a fait venir cette femme et ces individus qui lui en veulent, et Mars dit qu'elle est blessée. Bouddha reste silencieux alors que la fille court vers lui. Phoenix remarque que Mars offre une arme à Bouddha. Le moine prend l'arme, disant qu'il n'a pas besoin de quelqu'un qui ne lui sera d'aucune aide. La fille pleure, et il prie le Bouddha miséricordieux de sauver son âme. Au moment où il allait agir, Phoenix s'incline, annonçant qu'elle a créé un nouveau composé. Il était 5 fois plus puissant que le précédent. C'est un composé qu'elle a développé elle-même, donc il serait difficile à détecter lors des inspections. April se plaint que ce sont encore des substances. Bouddha demande combien de kilogrammes ont été produits, et Phoenix répond environ 10. Ensuite, le moine veut s'informer sur la distribution. La fille explique qu'elle a connecté toutes les routes entre les milieux clandestins de Corée, du Japon, de Chine et de toute l'Asie du Sud-Est. Elle le supplie donc de lui accorder 6 mois, car c'est tout ce dont elle a besoin pour devenir une fille utile au Seigneur Bouddha. Le moine répond qu'il ne lui donnera que 3 mois, car il a beaucoup perdu à cause de son coup, et elle doit lui prouver sa valeur. La fille esquisse un sourire et accepte. À l'hôpital, Ji-yeon a été complètement confuse, disant n'importe quoi. Kyun-so demande ce qui ne va pas avec elle, et ses collègues commentent qu'elle subit les effets du sevrage de la substance, car son corps est sensible. La fille parle bizarrement, et son collègue traduit qu'elle demandait à Kyun-so de lui essuyer la bouche. Il commente qu'il a été surpris que le gars soit venu voir comment ils allaient, et le protagoniste s'interroge. Puisqu'il n'arrêtait pas de dire qu'il était venu le voir à l'hôpital, il est venu à son tour. Un autre collègue dit qu'il a encore eu une promotion spéciale, et Kyun-so répond qu'il n'en a pas encore entendu parler. Mais s'il est jaloux, il devrait travailler plus dur, et il s'en va maintenant. Il commente que Kyun-so a beaucoup changé et soupire profondément, se demandant ce qu'il était en train de faire. Plus tard, au poste de police, Hong-joon commente qu'il pourrait y avoir un informateur au sein de l'organisation policière. Kyun-so est surpris,
et l'officier dit qu'il voulait tester les substances qu'il a apportées, alors il les a envoyées au laboratoire de médecine légale. Mais elles ont disparu et quelqu'un a réussi à les récupérer. Il demande si le protagoniste a des indices, mais Kyun-so dit qu'il ne connaît rien à la police. Les preuves seraient sa pièce maîtresse, donc il les récupérera quand il capturera le responsable. Il s'occupera donc lui-même de la partie interne de l'organisation et devrait se dépêcher d'en savoir plus sur ses subordonnés. Jeune répond qu'il les interrogeait. Kyun-so demande quand il utilisera l'équipe spéciale pour l'enquête sur Hwagyu-sa, et Hong-jun répond qu'en fait, ils étaient déjà tous au cimetière et qu'il n'en reste aucun. Kyun-so reste silencieux quelques secondes et se plaint que l'autre homme lui a menti, et Hong-jun dit qu'il ne pouvait pas lui faire confiance à l'époque. Le protagoniste lui dit de ne pas bouger ou il devra l'arrêter, mais le commissaire lui demande d'attendre. Le protagoniste demande pourquoi il ne forme pas simplement une nouvelle équipe. Il dit qu'il aurait besoin d'au moins un petit Mugung HW pour former sa propre équipe, et Hong-jun le confirme. Il a 2 Mugung HW tagués, donc il a l'autorité pour le faire. Mais le protagoniste refuse immédiatement, disant qu'il préfère travailler seul. Hong-jun mentionne qu'il avait parlé d'une équipe mais Kyun-so le rembarre, disant qu'il ne le pensait pas comme ça. Le commissaire général retire sa main du protagoniste et l'appelle caporal. Il l'avertit que la police est une agence, et qu'il y a des limites à ce que l'on peut faire seul. Une équipe faciliterait les choses, obtiendrait plus de financement et simplifierait les justifications. Donc, en tant que son supérieur, il ordonnait au caporal Kyun-so de former une équipe. Il ne peut pas en créer une lui-même car trop de regards sont tournés vers lui et il y a trop de facteurs de risque. Kyun-so répète, un ordre. Il dit que s'il avait demandé poliment au lieu d'ordonner, il aurait considéré la demande. Sans hésitation, Hong-jun lui a demandé de former sa propre équipe. De retour à l'hôpital, ses collègues lui demandent s'il va vraiment former sa propre équipe. C'était étrange pour un caporal de former une équipe et Kyun-so répond qu'on lui a ordonné de le faire. Guillon et demande qui seront les membres de l'équipe. Le protagoniste répond que ce sera évidemment eux, car à part eux, il n'y a personne au poste avec un rang inférieur. Son collègue le remercie, disant qu'il pensait être devenu inutile après sa blessure. Guillon est, ému, le remercie également, et ils promettent tous les deux de travailler dur pour lui. Ils ont accepté un travail en pensant qu'ils seraient coincés à un travail de bureau pour le reste de leur vie. Ils se demandent si c'est ça, avoir un collègue. Le protagoniste demande ce qu'ils veulent dire par là, ajoutant qu'ils ne connaissent pas encore leur place. Il n'a pas besoin de collègues utiles. Il a juste besoin de gens obéissants qui suivront chacun de ses ordres. Il résume. Donc nous ne sommes pas vos collègues. Le protagoniste confirme, disant qu'ils sont ses subordonnés, des gens qui doivent tout risquer s'il le dit et doivent battre en retraite s'il l'ordonne. Donc s'ils l'ont compris, ils doivent l'appeler chef. Ce n'est qu'à cette condition qu'il les autorisera à rejoindre l'équipe. Selon le rapport que Hong-jun lui a montré, l'un d'eux est Wang Hae-jun, 25 ans. Il est bien entraîné en boxe, kickboxing, taekwondo et autres arts martiaux. Au vu de son dossier, il semble être un excellent candidat. Cependant, il a échoué à l'examen écrit 4 fois et est arrivé dernier. Hae-jun demande ce qu'il veut dire par chef, puisqu'il faut au moins un petit Mugung HW pour ça, révélant sa naïveté. Celui à côté de lui est Lee Seung-yeon, 25 ans également. Il excelle dans les arts martiaux de saisie et de combat au sol comme le jiu-jitsu et le judo, avec d'excellents résultats. Mais le jour de son entretien, il est devenu trop émotif. Maintenant, il dit qu'il ne comprend pas ce qu'il veut dire par chef parce que ça semble intimidant. Ji-young qui se plaint qu'il est trop émotif, et Kyun-so pense qu'enfin et surtout, il y avait Ji-ho Jong-hae, 25 ans. Elle n'a aucune formation en arts martiaux, se classant dernière aux examens physiques. L'âge le plus faible de la brigade, mais elle a terminé première aux examens écrits et s'est également classée première à l'entretien, ce qui signifie qu'elle est très intelligente. Elle dit qu'elle fera tout ce que le chef voudra tant qu'il la mettra dans l'équipe. Le lendemain, sur une montagne, ils étaient tous les trois en tenue d'entraînement. Kyun-so commence à s'étirer. Et Jeune commence à appeler son ami, mais se corrige rapidement pour dire chef. Voulant savoir pourquoi il les a appelés un week-end, le protagoniste leur dit de commencer à s'étirer, car ils sont des policiers et il est un dangereux criminel. Ils ont 5 minutes pour se préparer avant de l'attaquer tous en même temps et d'essayer de le maîtriser. Et Jun demande s'il est sûr pour un combat à 3 contre 1. Seung-yeon interpelle son chef et demande ce qui se passera s'il est blessé, mais le protagoniste les avertit simplement qu'il leur reste 4 minutes. Ils commenceront dans exactement 4 minutes. Ils s'accroupissent tous les trois et commencent à chuchoter. Ji-yeon-gi commente que le gars a perdu la tête. Seung-yeon se plaint qu'elle ne l'a pas appelé chef, et la fille dit que ce n'est pas comme s'il pouvait l'entendre. Mais de loin, le protagoniste répond qu'il peut, et elle l'appelle rapidement chef. Ils se remettent à chuchoter, et Jun demande ce qu'ils doivent faire puisqu'ils ont accepté de faire tout ce qu'il dirait. Guillon qui dit que Jun fera semblant de l'attaquer directement, tandis que Seung-yeon devrait l'amener au sol. Seung-yeon se plaint immédiatement, le traitant de poule mouillée. Et Jun demande si tout ce qu'il a à faire est de foncer droit sur lui. Guillon et lui rappelle qu'il s'est entraîné à la boxe, donc il doit utiliser son jeu de jambes pour le dérouter. Le protagoniste enlève sa chemise et demande s'ils sont prêts pour le combat. Ils sont tous les trois stupéfaits par son physique.
Kyun-soo annonce que le temps est écoulé et leur dit de l'attaquer. La fille dit à Hae-jeon d'y aller pendant qu'il répète la phrase dérouter l'adversaire avec le jeu de jambes. Il s'approche en marmonnant cela des dizaines de fois, mais au moment de l'exécuter, on dirait qu'il danse. Le protagoniste demande pourquoi il a soudainement commencé à bouger comme ça. Gyeong-gi dit qu'il est stupide et qu'il doit se rapprocher, mais ils sont choqués de voir leur ami mis à terre d'un seul coup. Kyun-soo les interpelle. Il s'approche, demandant s'il se moque de lui. Gyeong-gi dit à Lee Seong-gon d'avancer, et le jeune homme tremble légèrement. Il part alors en courant, hurlant qu'il ne peut pas le faire. Kyun-soo apparaît à côté de lui, disant qu'il ne devrait jamais tourner le dos, surtout à un criminel. Et Yeon l'abat d'un coup précis, le traitant d'idiot. Il laisse l'homme au sol. Ji-dong tremble de peur alors que le protagoniste se tourne vers elle. Elle lui demande d'attendre alors qu'il s'approche. Elle le supplie, demandant si leur chef ne se bat pas contre les femmes. Kyun-soo répond qu'il ne se bat pas contre les femmes, mais qu'il se bat contre les policiers. Il la neutralise ensuite d'un mouvement rapide. La fille se plaint du coup. Le protagoniste dit qu'ils sont d'un niveau d'inutilité supérieur, se demandant comment ils sont censés attraper des criminels comme ça. Ils doivent se reposer 10 minutes, puis ils répéteront cet entraînement 3 fois de plus aujourd'hui. S'ils veulent s'améliorer, ils doivent l'attaquer avec tout ce qu'ils ont. Il leur ordonne de répondre, et les trois sont d'accord avec leur chef. Au poste de police, Hong-joon demande comment se passe la cohésion d'équipe. Le protagoniste répond que leur performance est pathétique et se demande comment ils sont même devenus flics, mais on lui demande de ne pas être trop dur avec eux. Kyun-soo dit qu'ils ne poursuivront pas des criminels normaux, mais des gens comme lui. Bref, il demande quand l'interrogatoire sera terminé, car après tout ce temps, il n'a rien obtenu. On se plaint qu'il garde le silence. Il pensait utiliser une méthode d'interrogatoire plus efficace, mais le protagoniste dit que ça ne marcherait jamais sur des gens qui ont affaire au Phénix. En tout cas, c'était de sa faute d'avoir fait confiance à un flic, alors il s'en occupera lui-même. Hong-joon lui dit de ne pas franchir la ligne. Le protagoniste dit que c'est typique d'un pays qui prend les droits de l'homme au sérieux, même pour les criminels. Hong-joon lui rappelle qu'ils sont toujours des policiers. Kyun-soo demande si, tant qu'il ne leur fait pas de mal physiquement, il peut faire comme il veut. Le commissaire est d'accord. Le protagoniste lui dit de le laisser faire, car il a eu une excellente idée. Les lumières s'éteignent, les suspects se reposent à une table. Quelqu'un entre alors par la porte. Un homme dit que c'est inutile, qu'il ne dira pas un mot. Mais Bae Kwang demande comment va Choi Sang-muk. Le type immense qui porte des vêtements bleus à fleurs, le bras droit du Phénix. Attendez. Il doit être le bras droit maintenant, parce que Kim Dong-chul était le bras droit avant. Les suspects sont surpris. Bae Kwang mentionne qu'il y a aussi cette femme qui est toujours près du Phénix. Alors l'autre homme demande qui il est. Le protagoniste dit que ça fait un bail et qu'il est Bae Kwang. Maintenant, ils vont avoir une discussion. L'homme demande de quoi il parle puisque Young Bae Kwang est mort. Son collègue commente qu'il ressemble trait pour trait au Young. Bae Kwang dit qu'il semble qu'ils se connaissent déjà car il reconnaît les cicatrices faites par une chaussure à talons hauts. Il a été confronté par le Phénix parce qu'il a été surpris en train de transporter la substance illégale. Son collègue demande si c'est vrai, et l'autre homme répond que Monsieur Bae Kwang n'est pas mort. Pendant ce temps, le protagoniste explique qu'il a été envoyé en mission secrète. Il a dû simuler sa propre mort et infiltrer la police pour surveiller chaque mouvement des hauts fonctionnaires. Mais il a entendu dire que le Phénix a perdu la cargaison et a tenté d'envahir le poste de police sans succès. Paolonia, le Phénix de novembre, se demandant ce qu'elle faisait maintenant. Il a coupé le signal de l'enregistreur vocal avec les brouilleurs de L-Orchidée pour qu'ils puissent parler librement, car son sort dépendait de leur réponse. Si elle ne fait que traîner dans la planque après avoir commis cette énorme erreur, selon les ordres de Bouddha, il y aura des conséquences pour elle. Les deux disent à Monsieur Bae Kwang de ne pas s'inquiéter pour le Phénix. La jeune femme fabriquait actuellement un nouveau composé. Il réfléchit un instant et esquisse un sourire, disant qu'il devrait alors entrer dans les détails. Dans son bureau, Hong-joon dit que c'est incroyable qu'un composé 5 fois plus puissant que le précédent existe. Il commente qu'il prévoit de le distribuer dans les rues d'ici 6 mois et qu'il devrait jeter un œil au rapport, car il contient tous les lieux et les distributeurs. Hong-joon demande s'il a découvert où se cache le Phénix, et Kyun-soo répond que même Bouddha ne le sait pas. Probablement seuls ses directeurs connaissent sa position. Le commissaire décide qu'il devra les amener ici pour obtenir cette information, et il confirme qu'ils doivent entrer dans leur quartier général pour cela. Bien qu'il ne pense pas qu'il sera facile d'obtenir des informations d'eux, Phénix était assise dans sa base. Choi Sang-muk, le directeur de la distribution, s'approche et l'interpelle, demandant si 3 mois, ce n'est pas trop court. Elle connaît le dicton qui dit que la précipitation est mère de tous les vices, et Kim Dong-cheol est d'accord. Il a entendu dire que 2 de ses hommes ont été capturés par la police. Ce serait trop risqué de continuer à précipiter les choses, et il vaudrait mieux demander plus de temps à Monsieur Bouddha. Phénix demande s'ils prendront la responsabilité si elle se fait réprimander par lui. Une femme dit que cela va de soi car elle prendra la responsabilité, se présentant comme sans paix. Elle dit que le nom monte à la tête de Phénix et veut savoir ce qui s'est passé pendant qu'elle n'était pas à ses côtés. Phénix dit que si elle leur ordonne de le faire en 3 mois, ils respecteront ce délai.
Choi Sang-muk doit connecter toutes les routes de distribution et reporter la date pendant que Dong Chul prépare tout au plus vite. Elle prend Mademoiselle sans pied à part, sentant l'odeur d'herbe florale, blottie contre elle sur un lit. La femme dit à Mademoiselle Phoenix de ne pas avoir peur car elle l'a à ses côtés. Elle s'occupera de tout pour elle aussi vite qu'elle le peut. Ailleurs, Jan Yi dit que le coach devrait y aller doucement avec eux. Kyun-so répond qu'ils se sont reposés pendant 10 minutes, alors ils doivent se lever et continuer. La fille demande s'ils n'est pas trop dur avec eux, car ils n'ont rien entendu sur le fait de devoir s'entraîner comme ça. Kyun-so répète qu'ils ont accepté de faire un peu de tout, et Kyun se plaint que c'est pur. Ils ont formé leur équipe pour arrêter les criminels, pas pour s'entraîner si intensément avec lui. Ils demandent s'ils veulent vraiment faire ça, et ils sont tous les trois d'accord. Alors il leur dit de suivre leur chemin. Dans un entrepôt, il leur ouvre la porte. Ils se retrouvent face à un groupe d'hommes manipulant les autocollants du Phénix. Kyun-so commente qu'il semble qu'il soit au bon endroit, et un homme demande de quoi il s'agit. Ji interpelle son ami, et Kyun-so demande ce qu'il attend. Il y a un groupe juste en face d'eux, et ils doivent agir vite, pendant que l'homme réalise qu'ils sont des flics. Il pousse le trio vers eux. Il se retourne alors que le chef dit à ses subordonnés de s'occuper d'eux. Il ferme la porte et leur dit de s'amuser, et les trois se plaignent alors de leur situation actuelle. Et Jin se demande ce qu'il doit faire. Il s'est déjà battu en 1 contre 1, mais c'est la première fois qu'il affronte plusieurs personnes. Et Seong-bien dit qu'il veut rentrer chez lui. Mais Jae-yoon leur dit de se calmer. Ce n'est pas comme s'il allait mourir ici, et même si Kyun-so est strict, il ne les abandonnerait pas de toute façon. Donc ils doivent lui montrer qu'ils sont aussi des flics, et Kyun-so pense que c'est exactement ce à quoi il s'attendait. Elle est assez intelligente pour réaliser que dans cette situation, ils doivent rester calmes. La fille dit aux flics d'agir, et ils pensent que ses actions n'aident pas du tout. Et Jun demande comment, et la fille dit qu'il doit porter le premier coup. L'homme charge l'un des adversaires, hurlant alors qu'il se fait frapper pendant la confrontation. Ji-young qui dit qu'il était censé porter le premier coup, pas en recevoir un. Et Jeune dit que ça a fait mal, et la fille répond, bien sûr que oui. Mais le jeune homme réalise que ça n'a pas fait si mal. Comparé au coup de Kyun-so, le coup de poing de cet homme semblait faible. Se demandant si c'est parce qu'il s'est habitué à s'entraîner avec lui, il porte un coup à l'adversaire. Puis il dit à tout le monde de charger, et Seung-yeon commente que le coup de poing de l'adversaire est vraiment faible comparé à celui de Kyun-so. Un des hommes coince ses joncs avec une batte. Le jeune homme s'en aperçoit trop tard, et Seung-yeon serre les dents. Il fonce sur lui et l'attrape par la taille. Kyun-so pense qu'ils sont bien remontés maintenant et que ces deux-là pourraient être utiles avec un peu plus d'entraînement, mais il remarque que Kyun se contente d'apporter un soutien moral. Le chef du groupe crie qu'ils sont tous des bons à rien. Il se faisait maîtriser par 2 flics. Il enlève alors sa chemise, révélant ses tatouages, et fait remarquer qu'ils sont une honte. Et Jun et Seung-yeon prennent peur de lui, et ils pensent que c'est fini car ils ont laissé la peur envahir leur esprit. Si vous laissez la peur envahir votre esprit, l'agresseur se jette en avant et frappe Seung-yeon, le projetant au loin. Kyun-so termine sa pensée, les chances d'échec augmentent. L'homme court vers Jun, et le protagoniste pense qu'ils ont encore beaucoup de chemin à faire. Le chef dit que ses subordonnés ont été vaincus par ces deux-là et que c'était pathétique, mais il remarque la fille qui demande à se rendre. Ji-young qui était à genoux, répétant qu'elle se rendait. Elle dit qu'elle lui dira tout ce qu'elle sait, pour qu'il ne l'attaque pas. Kyun-so pense qu'elle est très intelligente, mais il remarque alors quelque chose. Elle sort un appareil de sa poche et se déplace rapidement vers sa chaussure. Puis, elle utilise l'appareil pour neutraliser l'homme. La fille lui crie d'arrêter. Il serre les dents et se prépare à l'attaquer, en l'insultant. Avant qu'il ne puisse frapper la fille, Kyun-so intervient et neutralise rapidement l'agresseur. Ji-young est impressionné et Kyun-so dit que pour l'instant, ils l'ont vu, à quel point il n'était pas préparé. Mais maintenant, il devrait prendre la substance sur la table, car quelqu'un d'autre s'occupera des hommes arrêtés. Ça va être compliqué, mais pour l'instant, ces trois-là ne sont que des poids morts, alors ils devraient rentrer. Plus tard, ailleurs, Sang-muk se tient devant l'homme qui a été arrêté. L'homme l'appelle monsieur, parlant des flics, tandis que le directeur le fait taire d'un geste menaçant. Un homme dit au directeur Choi qu'il y a quelque chose juste là. Sang-muk remarque quelque chose sur la table, tremblant de peur en voyant la carte de Baekwang. Au poste de police, Hong-jun dit qu'avec cette quantité de marchandises, ils pourraient devenir des distributeurs importants. Donc, l'information n'était pas fausse, et ils peuvent aller de l'avant avec le plan. Le protagoniste demande si les plans de l'embuscade ont été finalisés. Hong-jun dit qu'il va présenter l'un des officiers qui participera à l'embuscade, qu'elle est l'une des rares personnes en qui il a confiance ici, puis il lui dit d'entrer, lui demandant de saluer la personne qui se joindra à cette opération, un membre du KNP, la superintendante Kim Han-yang. Il la salue, et Hong-jun présente l'officier supérieur Kim Kyun-so. La femme s'approche, disant qu'un simple officier supérieur est assis dans le bureau du superintendant général comme si c'était le sien et qu'il a dû perdre la tête. Il se plaint d'avoir mal aux jambes, et on essaie de l'arrêter, disant que ce n'est rien et qu'il devrait se calmer et parler du plan. Puis, elle ordonne à l'officier supérieur de se lever car elle n'aime pas les gens impolis, faisant pression sur lui pour qu'il se lève. Elle répète l'ordre de se lever et il la met au défi de Y forcé.
Kim demande de quoi il s'agite, et Kyung-soo dit qu'il n'a pas envie de se lever. La superintendante dit qu'elle va essayer tout en commentant qu'elle ne voit pas beaucoup d'intérêt à toute cette hiérarchie compliquée. La femme demande ce que ce type vient de dire et que si c'est comme ça, elle le fera se lever elle-même. Les deux se regardent avec hostilité. Hong-joon interpelle la superintendante Kim En-young et lui dit de ne pas commencer une bagarre avec lui. La femme recule rapidement, et il remarque quelque chose de différent. Elle essaie de se rapprocher avec un mouvement de jambe, mais feinte rapidement avec un coup de pied haut. Il esquive en se jetant en arrière. Il pense que c'était un mouvement de capoeira. L'âme de la KMP n'était pas comme les gens du poste. Ils étaient d'un tout autre niveau alors qu'il esquive toutes les attaques des Han-yang. La femme le traite d'insol. Elle demande comment il ose esquiver tous ces mouvements, et si c'est comme ça qu'il veut se battre, elle l'attrapera et le traînera dehors de force. Le protagoniste pense qu'elle est passée à une technique de lutte en un instant et qu'elle est aussi rapide sur ses pieds, d'un tout autre niveau par rapport à Saint-Guien. Il bouge ses doigts pour frapper son menton, pensant qu'elle est une pièce précieuse pour son plan. La fille perd conscience et tombe sur les genoux du protagoniste. Kyung-soo demande si elle n'avait pas dit qu'elle allait le faire sortir d'ici et veut savoir pourquoi elle est allongée. Elle s'irrite encore plus et charge pour une confrontation. Le protagoniste commente que c'est ce qu'on attend d'un membre de l'âme du KEP, car elle a une capacité physique incroyable, esquivant toutes ses attaques. Hong-joon mange sa barre de chocolat en disant que c'était vraiment bon. Après la fin de la confrontation, elle annonce qu'à partir de maintenant, elle expliquera l'opération Phoenix Polonia. Selon le rapport, le dernier week-end de chaque mois, les responsables de la distribution se réunissent au sous-sol du club, et ce serait dans 2 semaines. Ils saisiront leur chance avec une équipe dirigée par la superintendante Kim Han-young et l'équipe dirigée par Kyung-soo. La fille demande comment elle peut faire confiance à cette information. Hong-joon dit qu'il l'a obtenue par interrogatoire, et elle lui dit de ne pas plaisanter car ils n'ont rien dit quand elle les a interrogés. Kyung-soo lui dit de ne pas douter de lui puisque c'est lui qui a obtenu l'information, et elle dit au protagoniste de la fermer. Elle veut savoir pourquoi ils parlaient de manière si informelle. Elle n'y croirait pas à moins de l'entendre de leur propre bouche et va les interroger une fois de plus, mais Hong-joon refuse. Il dit que, malheureusement, un autre interrogatoire est impossible car ils ont été retrouvés morts. Han-yang est surprise, et le protagoniste demande pourquoi la sécurité est si mauvaise. Hong-joon continue, disant qu'ils doivent être préparés car il les verra tous les deux à la prochaine réunion et qu'ils sont congédiés. La fille demande comment ils sont morts. Le superintendant général dit au protagoniste de rester un peu plus longtemps. Han Eui-young demande ce qui se passait à cet endroit. En ouvrant la porte, elle l'avertit que sa spécialité est le tir et qu'il ferait mieux de se préparer car elle s'en prendra au protagoniste avec son arme. Kyung-soo commente qu'elle est complètement folle. Hong-joon demande l'attention du protagoniste. Il montre un objet qui a été trouvé dans la salle d'interrogatoire où les deux ont été retrouvés morts. Puis il lui demande si cette carte signifie quelque chose pour lui. Le protagoniste l'identifie rapidement comme étant une grue. Dans la cachette, Phoenix tient la carte de Baekwang, en tremblant. Sang-Muk commente qu'elle a été trouvée dans un entrepôt où l'embuscade de la police a eu lieu, et Dong Chul demande s'il devrait le signaler à Monsieur Bouddha, mais Phoenix refuse, car c'est impossible, Baekwang était mort. D'ailleurs, Bouddha se plaindrait si elle disait des bêtises. Elle dit qu'ils doivent continuer avec le plan. Si elle ne peut pas se racheter cette fois, elle en subira les conséquences. Elle se demande pourquoi la police a la carte de Baekwang car cela n'a aucun sens. Pensant que si elle échoue, sa vie sera en danger. Puis elle crie, en pleine crise de nerfs, et les directeurs leur ordonnent d'amener Mademoiselle Sampi rapidement. La fumée d'encens s'élève dans les airs, et la femme ferme les yeux de Phoenix. Elle appelle ses 2 subordonnés, qui demandent ce que leur dame désire. Phoenix leur dit simplement de poursuivre le plan. Dong Chul commente que c'est très risqué, car la police sait tout et il y a d'autres préoccupations, mais Phoenix appelle Mademoiselle Sampi. Elle lui dit de leur en donner un aussi, car s'ils s'inquiètent trop, les choses tourneront mal. La femme dit que ce sera comme elle le souhaite. Ils doivent venir ici en prendre un. Tenant un papier de fleurs de Polonia, Phoenix dit qu'il a été raffiné et purifié par Sampi à l'instant, donc il est frais. Les deux utilisent la substance. Dong Chul commente que toutes ses inquiétudes disparaissaient, et Sang-Muk dit que maintenant tout se passera comme il se doit, alors ils continueront avec le plan. Dans la zone d'entraînement, Kyung-soo se plaint que ce n'est pas bon du tout. Se demandant si les 2 autres se sont enfuis, Ji-yeon commente qu'il allait passer par l'hôpital en chemin. Le protagoniste commente qu'il n'était pas très préparé, mais que c'est en fait mieux ainsi. Ji-yeon suggère qu'ils peuvent se reposer puisqu'elle est la seule ici, mais le protagoniste remet cela en question. Parce que jusqu'à ce que les autres arrivent, ils vont se battre l'un contre l'autre. Ce serait son entraînement spécial, et la fille répète la question. Le protagoniste commente que sa condition physique est inadéquate. La fille dit qu'elle est en bonne forme, mais le protagoniste répond qu'elle n'est absolument pas préparée. Elle n'a pas de masse musculaire, mais elle a de l'endurance, et sa souplesse est celle d'une statue, sans trait spécifique pour le combat. Ils seront bientôt envoyés en opération, et elle sera probablement la première à être neutralisée. La fille demande de quel genre d'opération il s'agissait. Kyung-soo pense qu'au début, il se demandait qu'il laisserait une fille comme elle devenir policière, mais avec le temps,
il a trouvé une explication plausible. Il savait qu'elle était intelligente, mais elle est beaucoup plus brillante qu'il ne s'y attendait. D'après ce qu'il a entendu, elle a mémorisé tous les numéros de restaurants de ce quartier et on l'appelait la livraison humaine. Kyun-so l'avertit que si elle ne veut pas être vaincue, la meilleure chose à faire est de se concentrer sur ses points forts et d'éviter de perdre du temps à cacher ses faiblesses. À partir de maintenant, quand elle s'entraîne, elle devrait considérer une matraque télescopique comme une arme. Quand elle est pliée, elle devrait la considérer comme un objet de défense. Il va prendre un soin particulier avec elle pour qu'elle puisse apprendre avec son corps. Elle doit donc s'assurer de mémoriser cela avec son cerveau de génie, et la fille demande ce qu'elle doit mémoriser. Le protagoniste l'avertit qu'elle le découvrira bien assez tôt, et la fille lui demande de lui dire. Alors elle n'a qu'à attendre et voir ce qui se passe. Ce jour-là passe, et Jun et Sung Yeon sont impressionnés. Ils se demandent ce qui est arrivé à cet endroit. La fille dit que c'était très intense, et ils veulent savoir ce qu'il faisait. Le protagoniste demande s'ils veulent vraiment savoir, car ils le découvriront bientôt, et il vaut mieux ne pas s'inquiéter. Les deux ont demandé à vivre le reste de leur vie sans le savoir. Le temps passa, et 15 jours plus tard, la nuit de l'opération Phoenix Polonia arriva. Et Jin commente qu'il vient de vivre 15 jours très difficiles, et Sung Yeon dit qu'il ne veut pas revivre ça. Guillon Gi demande quel genre d'opération c'est pour travailler avec le KEP de Séoul. Han Young demande ce qui est censé se trouver dans la forêt et dit que s'il ne trouve rien, elle réglera ses comptes avec le protagoniste. Un homme devant appelle le capitaine. Il rapporte qu'ils sont arrivés car il y avait un tunnel avec 2 gardes à l'allure étrange en faction. Ji-young qui demande ce que c'est, tandis que Han Yang réagit et avance aussi loin qu'elle le peut. Elle déplace rapidement son arme et neutralise l'un des gardes. Son autre collègue essaie de prendre quelque chose dans sa poche, mais il est touché et neutralisé par le mouvement d'Han Yeong. Tous les membres de l'escouade sont choqués par sa compétence. La fille communique par radio en disant que les 2 gardes ont été arrêtés avec succès et qu'ils vont maintenant commencer l'opération. Kyun-so dit que c'est une compétence incroyable et qu'ils devraient y aller maintenant. Han Young leur dit de s'arrêter car ils resteront ici pour surveiller ces deux-là. Le protagoniste répond qu'elle ne réfléchit pas correctement. La fille ajoute qu'en premier lieu, que KM Psoul et des flics de la ville travaillent ensemble est absurde. Guillon essaie d'ajouter qu'ils ne sont pas comme ça, mais elle rit en disant que son flic de la ville lui répond maintenant. Elle les a laissés venir à cause de l'ordre du superintendant général, mais ils devraient rester à l'écart à partir de maintenant, car ils ne feront que gêner. Kyun-so dit qu'ils sont seuls et que c'est mieux car ils n'auront pas à faire autant d'efforts. Han Young commente qu'il écoutait enfin ses ordres. Alors maintenant, ils vont entrer, avançant avec son escouade. Le protagoniste analyse les lieux après avoir maîtrisé les gardes à l'entrée. Et après avoir descendu un long escalier, Han Yeong entre avec son escouade. Ils arrivent dans un endroit où une musique forte joue, mais les gens étaient dans un état de transe, se balançant d'avant en arrière. Fanéon se demande ce que c'était. Dong Chul soupire, en disant qu'il le savait. Il savait que cela arriverait. Tout semblait complètement anormal, alors il prend une radio et annonce à tout le monde que c'est un message pour tous les membres du club. Actuellement à l'intérieur du club, des invités indésirables ont envahi les lieux en essayant de gâcher la fête. S'il pouvait les capturer et les lui amener, pour chaque personne ramenée, il donnerait un laissez-passer permettant un accès illimité aux traitements spéciaux pendant un mois. À partir de maintenant, l'opération Phoenix Polonia avait commencé avec Han Young ordonnant à ses hommes de lever leurs boucliers. Les gens en transe avancent vers les policiers. Ils bloquent avec leurs boucliers mais sont repoussés. Ils se demandent comment ils sont si forts, et Dong Chul commente qu'ils ne peuvent pas simplement utiliser une force excessive ou ils auront des ennuis. Han Yang ordonne au peloton de confinement de mettre leur masque. Elle lance une grenade lacrymogène. La fille ordonne à son escouade de les repousser maintenant, mais un soldat interpelle le capitaine. Han Yang est surprise car le gaz lacrymogène n'a eu aucun effet sur eux. Dong Cheol dit que c'était inutile car il ressentait une euphorie qui surpassait la douleur. Il leur ordonne de rassembler les articles spéciaux et de les apporter à Mademoiselle Sampi par la porte de derrière. Mais quelqu'un entre soudainement dans la pièce, et Han Yeong se retourne. Kyun-so entrait en courant, et elle lui dit de retourner à son poste. Le protagoniste saute, utilisant son épaule comme tremplin pour aller vers Dong Chil. Il avance avec une lame, pensant à la barre de métal. Un coup rapide est dirigé vers Dong Chul. Il est surpris mais parvient à le bloquer avec sa radio. Le protagoniste dit qu'il l'a sous-estimé. Contrairement au patron, les subordonnés ont dû recevoir un entraînement en arts martiaux. En bas, les gens protestent alors que la police les repousse avec force. Dong Chul commente qu'il pense vraiment pouvoir avancer juste en utilisant la force, et le protagoniste l'interpelle. Le directeur se retourne, mais est rapidement surpris. Le protagoniste se déplace à grande vitesse et lui assène plusieurs coups à la poitrine. Han Yeong est choqué par sa vitesse. Dong Chul recule en titubant de douleur, mais le protagoniste l'attrape par le cou. Il le plaque contre le mur, demandant pourquoi il a détourné le regard et si c'était parce qu'il lui semblait faible. Ce n'était pas une blessure grave, donc il ne devrait pas s'inquiéter. Ils l'ont supplié de noter la vie à personne s'il pouvait l'éviter. Puis, il déplace rapidement sa lame, clouant les mains de Dong Chul au mur. Dong Chul sent l'impact du coup. Le protagoniste dit qu'il ne lui ôtera pas la vie,
et qu'il devrait simplement rester là, contre le mur. Dong Chul demande qui il est. Kyun-so s'éloigne en disant qu'il ne le sait pas non plus. Han Yang repousse l'une des personnes en transe et célèbre leur succès. Elle prévient qu'il monte les escaliers, mais elle prend peur. La lame de Kyun-so était toujours dans le mur, et Dong Chul était immobilisé avec du ruban adhésif tenant ses mains. Même si le ruban adhésif le tenait, il n'avait pas l'air bien, et Han Yang lui demande s'il a essayé de se libérer. Dong Chul demande qui était ce type et s'il faisait partie du KNPSO. La fille enlève son masque, disant qu'elle veut aussi la réponse, alors que Kyun-so bat tout le monde sur son chemin. Il dit à Phoenix de sortir et ses subordonnés étaient tous par terre. Han Yung suggère à Dong Chul de descendre et de se rendre pour recevoir des soins, mais il dit qu'il y a trop de flics. Il n'a pas vu autant depuis qu'il était dans les forces spéciales. Han Yang lui demande ce qu'il veut dire. L'homme dit que c'était agréable de les voir, ces recrues. Il était Kim Dong Chul de la classe 29X et veut savoir de quelle classe ils sont, en pointant un appareil sur eux. La fille dit à tout le monde dans son groupe de se préparer. Dehors, les trois attendent. Et Jun demande si Kyun-so ira bien car il a entendu des bruits de bagarre, et Sung-bien ajoute qu'il leur a demandé d'attendre. Jan Yi demande pourquoi il les a amenés ici si c'était juste pour les laisser de côté et ne les utiliser que pour faire le nombre, et ils veulent savoir pourquoi ils ont subi cet entraînement secret. Ils ont traversé tant d'épreuves jusqu'à ce qu'ils remarquent Sang-muk derrière eux. Ils demandent ce que ces policiers faisaient là. Les trois reculent rapidement en entendant sa voix. Guillon y dégaine rapidement son tasé. Elle tire sur Sang-muk, mais l'homme lève simplement la main pour l'arrêter. Puis, il tire l'arme et la brise facilement. La fille est impressionnée, et il dit que ça ne le chatouille même pas. Mais ce n'est rien comparé à ce dont Mademoiselle Phoenix est capable. Les armes à feu étaient un sujet sensible en Corée, car leur utilisation est soumise à une réglementation stricte. La police ne fait pas exception, et il est rare qu'un officier tire à balles réelles. C'est pourquoi les policiers apprennent à utiliser des armes non létales comme des tasers ou des balles en caoutchouc. Dong Chul leur dit de tirer autant qu'ils veulent en tenant un bonbon bleu, car ils peuvent certainement causer beaucoup de dégâts avec des balles en caoutchouc. L'officier demande en quoi est faite cette table, et Han Yang dit que ça ne marchera pas. Ils doivent donc passer aux balles réelles. Elle dit qu'elle est Kim Han Yang de la classe 30X, et que la prochaine salve sera à balles réelles. Il devrait donc cesser de résister et se rendre pour soigner ses blessures, mais Dong Chul dit qu'il préfère ne pas être capturé. Il finirait par passer le reste de ses jours en cellule et ne pourrait plus utiliser ses stimulants. Han Yang demande s'il choisit ça plutôt que sa vie, et Dong Chul répond que lorsqu'il était en service actif, sa vie a complètement changé après avoir trouvé certaines substances lors d'une mission. Il a fouillé la région à la recherche de produits de meilleure qualité, utilisant sa position à son avantage. Mais avec le temps, son corps a commencé à s'immuniser, et bientôt, aucune substance ne le satisfaisait. Mais en voyant Phoenix, elle demande s'il est Kim Dong Chul, car elle a entendu dire que son corps était devenu tolérant aux stimulants. Alors elle lui tend le bonbon, disant qu'il a été fait avec les ingrédients les plus purs qu'il ait, et elle veut savoir s'il aimerait l'essayer. Dong Chul goûte le bonbon et ressent quelque chose d'incroyable. Il s'imagine dans un état d'euphorie, car cette fois-ci, c'était électrisant. Phoenix demande si c'était bon et dit que s'il travaille pour elle, elle peut lui donner des choses bien meilleures que ça. Dong Chul dit qu'il fera tout et n'importe quoi. La fille lui dit de promettre de ne pas en consommer plus d'un par jour, car il tombera malade s'il le fait. L'homme se plaint qu'il va être capturé de toute façon et qu'il n'a plus besoin de tenir cette promesse. Il était gravement blessé et veut savoir qui est ce type car c'est triste. Comme ça le dérange de savoir qu'il ne pourra plus avoir de ses bonbons, il les met tous dans sa bouche. Et Han Yang annonce que les munitions sont prêtes à tirer, et qu'elle commencera le compte à rebours jusqu'à ce qu'elle voie le canon de l'appareil de Dong Chul dépasser de derrière la table. Il tire, et le projectile ricoche sur le mur. Il se dirige vers la fille, qui parvient à l'esquiver en baissant la tête. Elle se demande si les projectiles ricochent. Dong Chul se lève et dit à ses cadets de ne pas rester là sans rien faire. Ils doivent rendre l'adieu de leurs aînés complètement extravagants, alors ils tirent à nouveau. Kyun-so esquive un autre tir ailleurs. Les autres adversaires continuent de lui tirer dessus, mais Kyun-so saisit l'un de leurs poignets et le frappe pour lui faire lâcher son arme. Sortant sa propre arme, il tire pour neutraliser l'homme. Il continue de faire de même avec chacun de ses ennemis, pointant l'arme sur l'un d'eux puis l'abattant d'un coup. Un bruit se fait entendre depuis la chambre de Mademoiselle Sampi. Kyun-so continue de marcher dans cette direction et ouvre finalement la porte. Il se retrouve face à la femme, qui dit qu'elle se demandait qui faisait tout ce raffut. C'était donc lui, comme elle l'avait entendu de la part de Mademoiselle Phoenix. Elle allait lui rendre visite elle-même, mais il semble qu'il soit arrivé le premier. Kyun-so demande si elle a reçu sa carte cadeau. Après tout, elle était le Phénix de la première génération. Sampi demande qui il est. Le protagoniste répond qu'il a beaucoup entendu cette question, mais qu'il n'est pas lassé et qu'il va lui faire se souvenir du bon vieux temps. Han Yang continue de tirer sur la table. Les projectiles transpercent la structure, et certains touchent même Dong Chul. La femme leur ordonne de ne pas cesser de tirer jusqu'à ce qu'elle remarque quelque chose de différent, alors que Dong Chul a jeté la table. Les policiers prennent peur, et l'un d'eux lève son bouclier, déviant la table.
Han Yang dit qu'à ce rythme, il ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. Dong Chul avance accroupi vers l'escouade. Tenant une lame à la main, l'un d'eux lève son bouclier. Cet homme agit sous son casque et bat l'adversaire. Han Yang est surprise de voir ça. Dong Cheol dit qu'il n'aurait pas dû lever son bouclier sans réfléchir, et qu'il pensait ne rien pouvoir faire car il était sur le point d'être vaincu. Les autres soldats crient, et Dong Cheol commente qu'il est proche d'elle maintenant. La fille a peur de toucher ses collègues si elle tire et pointe l'arme vers elle-même. Han Yang se déplace rapidement sur le côté et repousse Dong Chul. L'homme est projeté en arrière et elle commence à viser. Elle tire à plusieurs reprises sur Dong Chul. Il tombe au sol et Han Yang leur ordonne de vérifier son état. Le soldat dit que son collègue a été vaincu, et la fille est surprise. Dong Cheol prévient que le combat n'est pas encore terminé et leur lance un fumigène. La fille remarque l'engin, et il explose un instant plus tard. L'un des soldats dit qu'il ne voit rien et est immédiatement touché, tombant au sol. Son ami demande ce que c'était et d'où il tirait, tandis que Han Yang réfléchit à ce qui arrivera s'il continue à crier comme ça. Dong Cheol dit que c'est pathétique de paniquer juste parce que l'un d'eux a été vaincu. Il ajoute qu'avec le temps, l'équipement s'améliore, pas les gens. Ils devraient considérer cela comme une leçon pour leurs cadets, même si le prix de cette leçon est leur défaite, alors qu'ils portent un autre coup. L'un des soldats tremble de peur. Il aperçoit une silhouette dans la fumée et commence à tirer en hurlant. Mais, il remarque quelque chose de différent. C'était son collègue, qui lui demande où il tirait. Au milieu de la confusion de la fumée, Han Yang a entendu des coups de feu et ses collègues tomber au sol juste après, se demandant d'où il tirait, et où elle devrait tirer, se demandant si elle serait vaincue, pensant qu'à ce moment-là, Kim Han Yang craignait pour sa sécurité. Elle regarde une silhouette dans la fumée, se demandant si c'est un ami ou un ennemi. Dong Chul tenait l'arme, et elle s'en rend compte. Mais elle prend peur en voyant l'homme immobile, ne faisant rien de plus. Elle s'approche en se demandant s'il a été vaincu. Alors que le sentiment désagréable de la défaite semblait s'estomper lentement, la réalité commence à devenir plus claire, en voyant tous ceux qui étaient tombés derrière et autour d'elle. La fille panique en niant ce fait. Elle ressentait le désespoir et la peur pour la première fois de sa vie, et Kim Han Yang ne pouvait que laisser échapper des gémissements effrayés jusqu'à ce qu'elle entende un cri au loin et regarde sur le côté. Ji-yeon écrit que ça ne marche pas alors que Sang-muk leur court après. Il se plaint qu'il ne faisait que courir partout comme des rats, et la fille crie que ce n'était pas un entraînement car rien ne fonctionnait sur lui. L'entraînement de Baekwang pour ses disciples était simple. Il leur a tout appris sur les points de pression du corps humain. Avec des armes contondantes, il leur a appris à viser le plexus solaire, l'arrière de la tête et les articulations. Avec une arme pointue, il leur a appris à viser les endroits où le flux sanguin est le plus important, disant que s'ils rencontrent un ennemi en mission, selon l'arme qu'ils ont, ils devraient viser l'endroit qu'il leur a montré. La plupart d'entre eux tomberont certainement d'un seul coup au bon endroit, mais il était clair qu'il y aurait des exceptions. Alors qu'ils pointaient leur matraque sur le cou de Sang-muk, le colosse commente que ça ne le chatouille même pas. De retour au présent, il continue de crier et de courir. Ji-yeon y appelle à l'aide le chef jusqu'à ce qu'elle marche sur quelqu'un au sol. Elle demande ce que c'est et ce qui s'est passé. Sung-yeon a la nausée, et la fille demande ce qui s'est passé alors qu'il pointe du doigt. Les officiers étaient tous à terre, et Han Yang regardait droit devant elle, désespéré. Ji-yeon et demande si c'est réel, et Sang-muk est surpris, disant que Dong Cheol a bien fait cette fois et a fait un bon travail de confinement. Jusqu'à ce qu'il remarque son ami assis avec l'arme à la main, immobile, il prend peur et l'appelle une fois de plus. Dans une autre pièce, Kyun-so interpelle l'ancien phénix et demande où se trouve l'actuel. Sampi demande qui il est, et le protagoniste lui dit de deviner car pour ce genre de choses, elle n'est pas naïve et devrait déjà le savoir. Elle répond qu'elle n'est pas sûre. Son intuition lui dit que c'est une personne intéressante qui dit des choses intéressantes, et que dans d'autres circonstances, elle lui aurait servi le thé. Prenant un patch de sa chemise, Kyun-so s'élance, le poing en avant. Il dit que c'est la spécialité des utilisateurs de stimulants comme elle, puis projette la fille au loin. Parce qu'elle allait essayer de parler tout en appliquant secrètement un patch de renforcement. La fille se relève, tenant le patch. Kyun-so s'élance à nouveau avec un coup de pied, disant qu'il aurait simplement attaqué pendant le temps qu'elle a perdu à mettre ce patch, et lui frappe le bras. Elle sent le fort impact du coup et déplace une pilule dans sa bouche. Mais la main de Kyun-so s'approche, et il lui couvre la bouche, disant que c'est aussi très prévisible. Ça doit être désagréable de garder une pilule dans la bouche toute la journée, alors il la retire. Sampi bouge ses jambes et essaie de l'immobiliser. Kyun-so commande qu'une telle tentative de la part de quelqu'un qui dépend des substances, mais sans leur aide, est la définition même de l'inutilité. Il la plaque ensuite sur la table. La fille gémit un peu, et Kyun-so lui dit de lui donner l'emplacement du phénix, car il n'y a rien de bon à protéger une lâche comme elle qui se cache pendant que ses subordonnés se battent. Sampi dit qu'elle n'est pas une lâche, et le protagoniste est d'accord car dans ce cas, elle n'est qu'une personne dépendante des substances. Si elle ne lui dit pas l'emplacement, le pire arrivera, mais ses mots sont interrompus par des papiers qui frappent son dos. Il se retourne, surpris. Quelques enfants le regardaient avec colère. Une fille crie que c'est un méchant, et le protagoniste est surpris. Sampi dit que les enfants sont en retard cette fois,
car elle leur a dit de venir dès qu'il entendrait un bruit aussi fort. L'un des jeunes charge avec une lame, lui disant de rester loin de Mademoiselle Pi, mais le protagoniste se contente d'esquiver. Il neutralise le jeune d'un coup rapide pour l'immobiliser. Les deux autres garçons courent à la même vitesse, mais le protagoniste répète son action une fois de plus, et les enfants tombent au sol. Sampi demande ce qu'il va faire, car maintenant elle a déjà utilisé le stimulant. Kyung-soo demande si elle leur a donné la permission d'impliquer les enfants. Sampi demande, qui sait? Le protagoniste répond que ça ne va pas marcher, donnant un coup de pied dans la lame qui était au sol puis la rattrapant. Puis il l'avertit qu'elle devra être arrêtée maintenant qu'elle l'a mis en colère. Dans le passé, dans un endroit isolé, Sampi regardait quelque chose. Baekwang faisait face à quelqu'un. Bodhisattva s'approche et lui demande ce qu'elle en pense. Cet enfant serait le nouveau Baekwang. Le phénix dit qu'elle ne sait pas, car il semble plus fort que le Baekwang de première génération, mais il semble incapable de terminer le combat. C'est le même Baekwang ambigu, et Bouddha répond qu'elle a tort, car avec sa perception altérée par les substances, elle ne pourrait pas le voir. Il peut facilement terminer le combat. Il choisissait simplement de ne pas le faire. Sampi demande s'il se joue de quelqu'un classé comme un moi, et Bouddha dit que lorsque ce garçon est arrivé ici, tous les enfants avaient été vaincus par le Baekwang de première génération, sauf lui. Puis il lui dit de regarder à nouveau pour qu'elle puisse le sentir, les innombrables ouvertures que ce garçon a créées. C'était magnifique comme les feuilles d'un saule, se demandant qui d'autre serait plus apte pour le rôle de Baekwang que ce garçon. Au présent, Sampi est frappé par la lame à plusieurs reprises et pense, alors c'est ça. Elle comprend maintenant. Cet homme était définitivement Baekwang, se déplaçant avec la vitesse et la précision des feuilles de saule et du vent. Après la bataille, Sampi est au sol, presque vaincu. Le protagoniste s'approche d'elle, disant qu'il demandera une dernière fois où se cache le phénix, et Sampi demande s'il la neutralisera même si elle le lui dit. Le protagoniste confirme mais dit qu'il le ferait rapidement, et la fille esquisse un sourire. Le phénix de première génération, maintenant connu sous le nom de Sampi, après avoir quitté le poste du mois de novembre, a vu son sort laissé entre les mains du nouveau phénix par Bouddha. Lorsque les anciens mois sont remplacés par les nouveaux, une cérémonie de succession doit avoir lieu, qui se termine par l'adieu de l'ancienne génération. Cependant, le nouveau phénix n'a pas vaincu l'ancien. Au lieu de cela, elle demande pourquoi elle a essayé d'utiliser ça contre elle, se demandant si elle sait combien de poison elle a consommé jusqu'à présent, et si elle pensait vraiment qu'elle ne le remarquerait pas. Car même après l'avoir laissé en vie, elle a quand même essayé de lui ôter la vie. Puis elle demande si elle ne l'aime pas, et Sampi dit que ça n'arriverait jamais. Phénix se demande simplement pourquoi tout le monde la déteste autant et se met à pleurer. Parce qu'ils ont déjà essayé de lui ôter la vie parce qu'elle était faible, alors elle s'est défendue et est devenue l'un des mois, mais maintenant tout le monde la déteste parce qu'elle utilise des drogues. Elle, plus que quiconque, ne devrait pas ressentir de haine car elle a traversé les mêmes épreuves. Puis elle se lève, en disant qu'elles vont le faire. Si elle boit ça, Sampi devra l'aimer. Alors elle le boit devant la femme et demande ce qu'elle en pense. Les yeux et la bouche en sang, elle annonce qu'elle a tout bu, et qu'elle a bien fait cette fois car à partir de maintenant, elle l'aimera. Demandant juste une réponse, tandis que Sampi, qui avait vécu égoïstement pour survivre, voyait Phénix pleurer dans ses bras pour la première fois de sa vie. Elle a ressenti le sentiment de l'amour, alors elle demande comment elle peut risquer d'envoyer en enfer la première personne qu'elle ait jamais aimée. Baekwang continue de lui marcher dessus et dit que si c'est sa réponse finale, alors elle devrait aller en enfer. Il lui porte alors le coup final. Le protagoniste s'éloigne en disant qu'il devra demander aux autres salauds. Dans ces derniers mots, Sampi dit que Mademoiselle Phénix reviendra ici. De plus, les enfants sont tous sous votre responsabilité, alors s'il vous plaît, ne prenez pas la vie de Phénix. C'était son dernier souhait pour Baekwang. Le protagoniste réfléchit un instant. Dehors, Phénix se dirigeait vers l'endroit en moto. Baekwang dit que cela dépendra de ce que cette maudite femme fera. Samuk crie à Dong Chul et Kyung et d'aider la capitaine. L'homme court vers son ami, et la fille dit à la capitaine de se ressaisir. Elle la gifle à plusieurs reprises, mais sans succès. Elle demande alors aux deux d'essayer de la gifler, mais Jun interpelle Kyung. Samuk utilisait des patchs, remplis de rage après avoir perdu son ami. Il charge vers eux alors que la fille crie de le bloquer. Samuk balance son bras et les projette tous les deux avec un coup de coude. Puis il poursuit la fille, disant qu'il va lui arracher tous ses organes un par un. Sa main se rapproche, mais du sang gicle à proximité. Ça venait de Samuk, qui avait été coupé par Kyung-soo. L'homme géant gémit de douleur, et Kyung appelle son ami. Kyung-soo dit qu'il ne le laissera pas déchiqueter ses collègues, pas sous sa surveillance. Le corps de cette fille est encore utile pour quelque chose. Il regarde ensuite Dong Chul, disant qu'il a touché son point de pression, mais qu'ils ont quand même été vaincus. Il avait sous-estimé les capacités de Dong Chul. Puis Samuk se déplace derrière lui. Le protagoniste bloque le coup avec un bouclier et dit « ça a dû faire mal ». Samuk se plaint de la douleur à la main, et le protagoniste interpelle les trois autres. Il leur dit de s'occuper des enfants évanouis au sol, car il va en finir rapidement, saisissant son arme. Samuk utilise deux corps comme bouclier et lui dit de tirer. Le protagoniste accepte simplement l'ordre et tire.
La balle passe entre les deux corps et atteint Sang-Muk directement à l'épaule. Il gémit de douleur et les lâche alors que Kyun-So s'approche et dit qu'il ne lui prendra pas la vie. Ils étaient tous en enfer, et ils devaient garder au moins lui en vie. Sang-Muk est surpris et demande de quoi il s'agite. Il charge ensuite en le traitant de salaud. Le protagoniste tire sur l'homme dans les jambes. Il dit aux trois de signaler à la base qu'il rentre, et ils accusent réception de l'ordre. Kyun-So se dit qu'il pensait que ce serait facile, mais il s'est trompé et a mal jugé la situation. Il avait de grandes attentes pour eux, mais il avait tout de même de très grands espoirs pour la fille qui était maintenant complètement brisée. Ji-yeon demande au protagoniste de l'attacher. Kyun-So pense qu'elle est une divinité comparée aux autres, et il a dû surestimer ses capacités. Il leur dit à tous les trois qu'ils devraient simplement abandonner, puis il remarque quelque chose sur le côté. Phoenix fait irruption sur les lieux avec sa moto. Elle vise avec son véhicule pour frapper l'endroit où se tient le protagoniste. Kyun-So prépare son fusil et lui tire dessus, mais Phoenix esquive, heurtant son bouclier avec son pneu arrière. Le protagoniste est projeté en arrière par l'impact, puis la fille gare sa moto. Sang-Muk interpelle sa dame alors qu'elle retire son casque. Phoenix avait un patch différent sur la tête, et Jeune la reconnaît comme la fille folle de l'autre jour. La femme dit à Choi Sang-Muk de rassembler les autres et de la suivre, car trouver une issue de secours était plus difficile que prévu. Elle dit que si elle doit se faire engueuler, elle préfère qu'il reste en vie. Sang-Muk l'informe que tous les autres sont déjà morts, à l'exception de lui. La fille est choquée d'apprendre ça, et le protagoniste le confirme. Il dit qu'ils étaient tous sans vie, se souvenant de Dong Cheol et Sampi. Phoenix se met en colère et fait vrombir sa moto tout en sortant quelque chose de sa veste. Elle fait tournoyer ses étoiles de lancer entre ses doigts, disant qu'elle prendra la vie du protagoniste elle-même. Kyun-So feint la surprise et dit que c'est terrifiant. Dans le passé, Baekwang se reposait avec un bras blessé quand quelqu'un l'a interpellé. Phoenix s'approche et dit qu'il semble qu'il se soit fait gronder pour avoir désobéi au Seigneur Bouddha et demande s'il va bien. Baekwang lui demande comment elle va, et la fille répond qu'elle va bien parce que c'est de sa faute si elle est si faible. Seigneur Bouddha a dit qu'il serait chargé de les évaluer à partir du mois prochain, et elle est soulagée de l'avoir sous son commandement maintenant. Elle était si envieuse parce qu'il a été promu pour être l'un des mois et a même reçu un nom. En plus, Baekwang, ça sonne cool. Elle demande s'il pense qu'elle peut aussi avoir un nom, et Baekwang répond que ses rêves sont trop grands. Phoenix dit que la relation entre les mois est horrible, et que si elle réussit à en devenir un, Baekwang devra quand même être amical avec elle. Il doit le lui promettre. De retour au présent, Phoenix lance les fleurs sur le protagoniste. L'une d'elles touche son gant et explose à l'impact. Kyun-So pense que c'est une fumée narcotique. Ce n'est pas particulièrement explosif, mais ça bloque considérablement sa vision. Son bras est encore un peu raide, mais il peut le bouger. Puis, Phoenix fonce sur sa moto. Le protagoniste esquive en se déplaçant sur le côté, et la fille arrête sa moto. Elle demande combien de temps il va continuer à fuir. Puis, elle remarque quelque chose de différent. Le protagoniste a sauté vers les escaliers. Elle dit qu'il doit penser qu'elle ne peut pas le suivre dans les escaliers et monte les marches avec sa moto. Une pièce au deuxième étage était ouverte, et le protagoniste la traverse en courant. La fumée le suit, et la moto de Phoenix arrive juste après. Elle remarque quelque chose. Tous ses subordonnés sont au sol. Kyun-So lui dit de venir l'affronter, mais de faire attention à ne pas écraser ses propres gens. Phoenix esquive tous les corps avec sa moto, faisant preuve d'une habileté absurde. Elle réalise quelque chose. Le protagoniste n'est plus là. Kyun-So commente qu'elle est vraiment douée pour piloter cet engin. Il s'accroche aux rambardes du plafond. Il se déplace rapidement, enroulant ses bras autour de son cou pour l'étrangler. Phoenix décide d'accélérer sa moto, et le protagoniste remarque qu'elle essaie de le faire tomber, mais elle ne porte pas de casque. La moto part d'un côté, et ils sont tous les deux projetés de l'autre. Il se tient le bas du dos, commentant que c'est la deuxième fois qu'il tombe aujourd'hui. Phoenix se relève, demandant qui diable il est. Sans lui, tout se serait déroulé selon son plan. Kyun-So dit qu'il ne sait pas quand ça a commencé, mais qu'à un moment donné, elle a commencé à le blâmer pour tout. Quand elle était plus jeune, elle le suivait partout et faisait tout ce qu'il disait. La personne qu'elle devrait blâmer, ce n'est pas lui. La fille lui hurle de ne pas parler de choses qu'il ne comprend pas. Elle exige de savoir qui diable il est, et le protagoniste répond, Baekwang. C'était son nom. La fille demande ce qu'il veut dire. De quoi diable est-ce qu'il parle? Le protagoniste interpelle Phoenix. Il lui dit de se rendre alors qu'il avait prévu de lui ôter la vie. Elle est responsable des fonds, donc elle a peut-être laissé des données de transaction. Ils ont demandé qu'elle soit ramenée vivante. Elle doit témoigner contre toutes les saloperies qu'elle a subies à cause de ce salaud de moine et fournir toutes les preuves correspondantes. En échange, il la laisserait vivre. Phoenix rit hystériquement, disant que Baekwang avait un disciple secret qui était flic. Kyun-So dit que, elle plus que quiconque, c'est qu'il n'a pas de disciple car elle a enquêté sur lui quand elle est devenue l'un des mois. Ou pensait-elle qu'il ne remarquerait pas que quelqu'un le suivait pendant l'émission? Il n'y avait que 2 personnes à Waksa qui n'aimaient pas ce moine, eux deux. Alors il lui demande pourquoi elle n'est pas partie. La fille lui hurle à plusieurs reprises de se taire parce que Baekwang était immobile. Seigneur Bouddha s'est même approché d'elle et a dit qu'elle serait la prochaine si elle n'obéissait pas. Kyun-So dit que c'est peut-être difficile à croire.
La fille pleure en disant que Bekwang n'a pas dit ça à son disciple, se souvenant du passé. Elle déteste Bekwang plus que le Seigneur Bouddha, et elle place donc 2 autres patchs spéciaux sur son visage. Phénix fonce sur lui, et le protagoniste tient bon. La fille ouvre ses mains, et le protagoniste la frappe à l'abdomen, là où se trouvaient les fleurs de Polonia. La fumée remplit la zone, et le protagoniste est surpris. La fille dit que la sensation est géniale et pense que c'est incroyable. Ces substances étaient les meilleures choses de sa vie. Même si elle a mal à la tête plus tard, un petit inconfort à l'estomac, ou même si elle est blessée, les substances pouvaient tout régler. Même quand elle est dans des situations pires ou ne se sent pas bien, ces substances s'occupent de tout. Puis, Phénix assène un coup de poing au visage du protagoniste. Cette situation était si bonne, elle se la répète en tête. Si elle utilise les substances comme des médicaments, elle ira mieux et guérira. Cependant, de tels composés ne font que vous rendre délirant sur ce qui se passe dans le monde réel. La fille demande comment il tient encore debout, mais la réalité reste la même. Elles ne font qu'empirer les choses, Phénix paniquant à cause de la douleur. Elle se demande ce que c'était car elle était en train de gagner et en a besoin de plus. Le protagoniste interpelle Phénix, lui disant que la situation est pitoyable et qu'elle devrait simplement abandonner. La fille réfléchit à ses paroles. Elle se relève avec les patchs en demandant pour qui il se prend. Kyun-so répond qu'il sait tout très bien, mieux que quiconque, en jetant les patchs en l'air. La fille hurle pour avoir ces substances et essaie de les rattraper en plein vol. Le protagoniste lui dit d'abandonner maintenant et de se rendre, la neutralisant d'un seul coup, car elle doit cesser d'exposer sa faiblesse. Après un moment, elle lui demande les substances. Kyun-so dit que si elle promet de se rendre, il lui en donnera une partie. Phénix lui dit de simplement la vaincre car elle a plus peur d'affronter la colère de Bouddha que d'être battue. Kyun-so répond que Sampi a demandé une faveur. Elle l'a supplié de ne pas la vaincre. Phénix rétorque que s'il était vraiment Bekwang, il n'aurait pas neutralisé Sampi, mais aurait plutôt pris ses informations. Le protagoniste explique qu'elle s'est impliquée avec les enfants, et à en juger par la réaction de la fille, elle n'était pas au courant. Il demande si elle comprend pourquoi il l'a arrêtée, mais Phénix dit simplement qu'il prétend toujours être Bekwang. Kyun-so se lève en disant que si c'est parce qu'elle a peur de ce moine, elle ne devrait pas s'inquiéter, car il va arrêter cet adversaire une bonne fois pour toutes. Elle est surprise et répète, « Tu vas affronter Maître Bouddha », en riant à cette idée. Elle commente ensuite qu'il a même réussi à vaincre Bekwang et qu'il ne pourra jamais faire ça. Kyun-so explique que son corps d'origine était endommagé et affaibli. Après des années d'entraînement excessif et d'épreuves dans son enfance, c'était un raccourci pour devenir plus fort. Mais son corps est un objet consommable, et les dégâts s'accumulent. Et la mission finale a scellé le sort de l'affaiblissement de son corps. C'était la mission de nettoyage de la vraie religion. Il a été gravement blessé après cette mission, et elle le sait. Mais ce nouveau corps qu'il a acquis est différent. Il a été entraîné avec diligence, lui permettant de passer à l'action en un clin d'œil sans aucune difficulté. Ce corps était tout neuf. Il a eu de la chance, car s'il avait pris le corps de cette autre personne à la place, il se sent mal à l'aise rien que d'y penser. Il dit ensuite que s'il s'habitue à ce corps et s'entraîne davantage, ce moine sera vaincu par lui. Phénix est surprise. Elle dit qu'il est vraiment le Bekwang qu'elle a connu autrefois. Le protagoniste le confirme et lui dit de choisir, se rendre ou être vaincu ici même. La fille réfléchit quelques secondes et prend sa décision. Dehors, et Jin demande si Kyun-so ira bien. Ji-young qui dit qu'elle va rassembler tout le monde et partir d'ici, car les renforts arriveront dans 30 minutes. Mais il devrait d'abord donner les premiers soins à Samuk car il est gravement blessé. L'homme dit que s'il essaie de le toucher, il les éliminera tous. Ji-young y répond qu'elle n'utilisera que son doigt alors. L'homme prend peur et lui demande de prendre les patchs de sa poche et de tous les lui mettre. La fille demande ce que c'est que ce non-sens. Samuk se tord de douleur, lui disant de se dépêcher et de le faire. Ji-young y répond que ce sont des composés dangereux et qu'il est sous leur influence, donc ça n'a aucun sens de nourrir sa dépendance. Une voix au loin dit que c'est exact. Les silhouettes à la porte attendent. Avril commente que ces substances sont pour les faibles, et son frère Juillet termine. Samuk est surpris, et la fille demande qui ils sont. Avril répète sans cesse le nom de l'homme. Il demande ce qui lui est arrivé pour être dans cet état. Il était autrefois immense comme un tronc d'arbre, mais maintenant il n'est plus que des branches sèches. Il l'envoie pour essayer d'arrêter cette femme, et Samuk tremble de peur. Phénix résume la situation. C'est lui qui soutient le Lespédès noir. Elle demande s'il était là pour l'arrêter. L'homme est surpris par cela. La fille dit qu'elle a quelque chose de bien plus intéressant que de la vaincre. Elle lui demande s'il veut le faire avec elle en montrant les substances. Avril conclut que s'intéresser à une femme comme elle l'a laissé dans cet état déplorable. Il l'avait prévenu plusieurs fois à propos des filles, mais il n'a pas écouté. Pendant ce temps, Juillet interpelle son frère, disant qu'il n'y a rien de mal avec les femmes. C'est juste cette femme sous influence. Avril se plaint alors que son Hung disait qu'il n'y avait rien de mal avec elle. Certaines sont faibles et ne peuvent même pas entraîner leurs bras, et Juillet répond qu'elles sont à un autre niveau quand il s'agit d'entraîner les jambes. Samuk demande ce qui amène les frères Lespedeza ici, et Avril répond que c'est une question évidente. Ils étaient là pour arrêter cette femme et demandent où elle est. En partant de cet endroit, le protagoniste porte Phénix sur son dos.
Elle commente que cela lui rappelle le bon vieux temps. Bekwang lui dit d'arrêter de parler et de garder son énergie pour sa reddition, lui demandant si elle se souvient de leur première rencontre, quand Bouddha a appelé Bekwang, qui travaillait, en disant que c'était l'enfant qui avait passé l'entrée. À partir de maintenant, ils seront tous les deux dans une unité, et il doit lui apprendre quelques trucs pendant qu'elle s'entraîne. Quelques instants plus tard, la fille tombe au sol avec son épée. Bekwang l'avait facilement fait tomber. Il demande comment elle a passé le premier rite de passage si elle est aussi faible. La fille parle de corps car elle s'est réveillée piégée parmi eux et était la seule en vie. Bekwang répond qu'elle n'est pas assez douée pour réussir. La fille s'excuse, disant qu'elle fera tout ce qu'il ordonne, mais le supplie de ne rien dire à Maître Bouddha. Bekwang reste silencieux, regardant la fille supplier. Il lui dit alors de se lever, affirmant qu'il ne dira rien à personne. Car lorsqu'il a franchi l'entrée, il s'est promis de garder sa future partenaire vivante et en sécurité. La fille demande s'il peut le promettre étant son petit doigt. Bekwang demande ce que c'est. Elle répond que les promesses se font en liant ce doigt, c'est ce que sa mère lui a dit. Elle demande s'il peut le promettre et le protagoniste accepte. Bouddha avait contacté la fille lors d'événements ultérieurs. Ensuite, les agents l'ont forcée à consommer ces substances. Elle commente qu'elle savait que c'était une promesse qu'il ne pouvait pas tenir et se demande comment il a pu survivre dans cet environnement tout en la protégeant. Par conséquent, elle aurait dû blâmer le vrai responsable. Mais au lieu de ça, elle a juste commencé à le blâmer de plus en plus. Le protagoniste répond qu'elle a tout faux. Il n'a jamais rompu sa promesse de la garder en vie. Il veut savoir si elle ne sait toujours pas pourquoi elle a été la seule à survivre ce jour-là. Phoenix demande ce qu'il veut dire par là. Dehors, Avril serre le bras de Samuk, se plaignant qu'il a maigri, et que c'est vraiment dommage. Jiyeon écrit à ses amis de l'arrêter. Ils attrapent les boucliers au sol et chargent en criant. Mais ils sont surpris quand ils voient Juillet bouger ses jambes pour un coup de pied. Juste en frappant le bouclier, il le cabosse et l'envoie voler. Il leur dit alors de ne pas bouger car il se débarrasse du traître. Avril dit qu'il l'aimait beaucoup. Samuk sort un patch de sa poche et essaie de l'utiliser sur lui-même. L'Espedeza demande s'il a recours à cette substance dans ses derniers moments, et s'il arrêtera un jour de les décevoir, mais lui dit d'y aller car ils verront où le chemin qu'il a choisi le mènera. Samuk utilise le patch et dit qu'il a peur de les décevoir. C'était juste Mademoiselle Phoenix. Il avance alors son poing vers Avril, mais il est immédiatement frappé par le coude et Avril est projeté en arrière par l'impact. Il commente que la voie qu'il a choisi de suivre le mènera à une mauvaise fin. Puis il veut savoir à qui est le tour maintenant, jusqu'à ce que les frères remarquent quelque chose et s'excitent. Car maintenant qu'ils l'ont regardé une deuxième fois, ils voient des adversaires intéressants là-bas, un sourire se formant sous leur masque. Les quatre sont surpris par cela, et Jiyeon demande ce qu'il y a d'intéressant, mais Avril dit que ce n'était pas à propos d'elle. Il ne se bat pas contre les femmes pour cette raison précise. Les hommes, d'un autre côté, ont un physique imposant et sont des adversaires plus stimulants. Il désigne Ejin comme étant son élu. Il demande alors quel sport il pratique, et le jeune homme répond qu'il fait de la boxe depuis environ 10 ans. La fille s'énerve, disant que c'était stupide de répondre. Avril frappe dans ses mains, disant que c'était excellent. Il avait un corps solide, et il aimait vraiment ça. Il désigne ensuite Sung-Bien, et Jiyeon lui dit de ne pas répondre. Elle demande pourquoi il parle à ces individus dangereux. Avril dit à la femme de ne pas s'en mêler. Soudain, Juillet dit d'attendre une seconde. Plus il la regardait, plus cette femme était incroyable. Disant que Han Yang a un physique très bien entraîné, il s'avance vers elle. Il l'attrape par le cou pendant que Jang et Nao l'attaquent, lui disant de lâcher la fille. Après l'immobiliser Jun, qui était stupéfait par sa force. Julie dit qu'il devrait être reconnaissant pour le combat à venir. De retour dans le couloir, Phoenix demande ce qu'il veut dire par le fait qu'elle soit la seule à avoir survécu ce jour-là. C'était probablement parce qu'elle est immunisée contre cette substance, et Kyung-soo répond qu'après être devenu son partenaire d'entraînement, il a réalisé une chose. Car peu importe à quel point elle s'entraînait, à la fin, elle serait inévitablement vaincue par cet adversaire. Il soupire profondément, et Bekwang lui demande s'il s'inquiétait pour cette petite fille. Il brise le bâton en deux et se jette sur lui. Bekwang l'arrête facilement, lui disant de se calmer. Il dit que même en tant que prochain mois, il n'est encore qu'un enfant et le frappe à la nuque. Puis il dit qu'il va lui dire un moyen de l'empêcher d'être vaincu. Il sait quel genre d'herbes sont utilisées pour fabriquer le composé. Si elle est exposée à de petites quantités maintenant et que la dose est progressivement augmentée, elle deviendra immunisée. Il demande ce qu'il veut en échange. Bekwang répond qu'il est un enfant intelligent, et que c'était une sage décision de sa part de le laisser vivre ce jour-là. Et c'est ainsi qu'il a pu obtenir la liste des herbes utilisées en échange d'un marché avec Bekwang, de la première génération. Quelques jours plus tard, il offre un bol de nourriture à la fille. Elle applaudit, excitée de manger la bouillie. Mais elle remarque un goût étrange et dit que c'est un peu amer. À partir de ce moment, il a secrètement commencé à mettre le composé dans sa nourriture. Et après quelques années, elle a pu survivre. C'est ainsi que nous avons pu nous revoir. Phoenix dit que c'est un mensonge, mais Bekwang lui demande si elle se souvient d'avoir eu de la fièvre et des éruptions cutanées sur tout le corps. Elle lui demande pourquoi il ne lui a rien dit avant,
et il explique qu'il aurait tous les deux été en danger si elle avait dit quelque chose sous l'effet de la substance. Et cet adversaire pensait qu'elle était née avec une résistance naturelle, comme Sampi, alors il l'a forcée à devenir dépendante. Il s'était préparé à s'échapper en secret, à l'insu de Wagyu. Il est allé la trouver, avec l'intention de l'emmener avec lui. Puis il appelle Phoenix et lui dit de se réveiller car ils doivent partir. Avant d'être découverts, mais elle lui dit de partir, d'aller là où se trouve le paradis. Baekwang se dit qu'il a commis une erreur de jugement fatale. Phoenix lui demande s'il va la faire sortir. Elle dit qu'elle doit rester et faire quelque chose de mieux. Il se dit que ces substances nocives sont la pire chose au monde, et qu'elles l'ont changé. Il en est venu à regretter les choix qu'il a fait en la voyant changer de plus en plus, et se demande s'il aurait dû la laisser être vaincue cette fois-là. Phoenix lui demande pourquoi il ne s'est pas enfui seul. Il répond qu'il ne sait pas. Puis, ils entendent un cri au loin. Ils se demandent qui criait, et Phoenix dit que Samuk pourrait en être la cause. Elle dit qu'elle doit se dépêcher de le lui dire. Alors il passe la porte et elle dit à Samuk d'arrêter, mais les cris ne cessent pas. April avait vaincu Ejin. Guillon y appelle le nom de Kyunso. Phoenix reconnaît les frères, et il dit que ce n'est pas bon. Il y avait deux frères, l'aîné était né avec un bas du corps plus faible et le cadet avec un haut du corps plus faible. Leur faiblesse physique était un traumatisme en soi, et c'est la raison pour laquelle ils ont été abandonnés. Ils furent confinés dans la chambre de la faim où les enfants ayant des difficultés physiques étaient envoyés. Les frères ne pouvaient accepter d'avoir un mauvais sort simplement parce qu'il était né avec un handicap. Et à cause de cela, ils se sont promis de surmonter leur réalité. Ils se sont entraînés, ont vaincu leurs adversaires et sont devenus plus forts, répétant ce processus des centaines de fois jusqu'à ce qu'ils deviennent lentement plus forts. Quelques mois plus tard, Bouddha ouvre la porte de la chambre de la faim. Les frères ont pu rester en vie grâce à l'entraînement. L'aîné a pu entraîner son bas du corps et a obtenu des jambes aussi robustes que celles d'un sanglier, et le plus jeune a pu entraîner son haut du corps et a développé des épaules aussi larges que celles d'un oiseau. C'est incroyable car ils étaient deux l'espèdèse. Les deux frères sont devenus April et Julie. Ils demandèrent ce que cette personne sous l'emprise de la substance faisait là, portée sur le dos d'un policier. Phoenix remarque quelque chose en voyant le corps de Samuk sur le sol. Elle crie après son subordonné. April crie qu'il a attendu ce jour depuis longtemps et qu'il méprise profondément les gens qui se la jouent fort juste parce qu'ils sont l'un des moi, agissant comme s'il était spéciaux même avec un corps faible. Et maintenant, sans Baekwang, si elle a vaincu la grue de janvier, le cerisier de mars, et la montagne Eulalia d'Août tomberont, et seuls nous resterons. Julie dit qu'il devrait épargner le cerisier parce qu'elle est belle, et le protagoniste pense qu'un seul mois est déjà un casse-tête. Mais il a fallu que ce soit ces deux-là qui ne se quittent jamais. Il demande à Jeeven si cela devrait arriver, et elle répond qu'ils seront là dans 10 minutes. Kyunso descend Phoenix de son dos, en disant que ce n'est pas beaucoup de temps. Il peut retenir ses hommes pendant 10 minutes, mais sa vision se brouille une seconde. Il se demande ce qui putain arrive à son corps. En regardant son corps, il remarque les veines altérées par la substance. Le composé s'est répandu dans son corps par contact avec Phoenix et a provoqué cette réaction. Elle a commencé à se plaindre, disant qu'elle n'irait nulle part s'il ne la portait pas sur son dos. Elle s'était ramollie. Ce n'était pas bon, et April bondit vers lui. Il essaie de l'attraper, mais il est surpris, car il avait disparu avant d'être touché. Kyunso esquive et tente un balayage, frappant le tibia d'April. L'homme ne sent rien et commente qu'il ne pourrait pas le faire tomber avec un coup aussi faible. Alors il essaie d'attaquer avec ses poings, mais il se plaint en réalisant qu'il s'est encore échappé. Il commente que April semble être devenu plus massif mais aussi plus lent. April est surpris, demandant s'il le connaît de quelque part. Kang pense qu'il perd sa force. Puis il crie à Phoenix de suivre les autres agents et de sortir d'ici, disant qu'il sera juste derrière eux. Disant aussi à Ji-Young qu'il prendrait les enfants et les autres membres de l'équipe et partirait. Julie dit de sortir d'ici maintenant et bloque l'entrée. Il pense qu'il n'a pas beaucoup de temps, alors il court en pensant qu'il doit en finir rapidement. April prépare un coup de poing en disant qu'il aime ça. Il esquive, se baisse et se prépare à frapper son estomac. Mais April change son attaque en un coup de coude, et il esquive à nouveau. Phoenix pense qu'il était à la hauteur de Baekwang. Elle avait toujours été un fardeau pour lui, et elle serre les dents à cette pensée. Mais elle sort quelque chose de sa veste, en disant que c'est la fin. April commente qu'il devient plus lent, mais qu'il a un bon physique. C'est dommage. Puisque tu es contaminé, je ne te dévorerai pas. Alors dis adieu à ta vie, dit-il en avançant son poing. Cependant, un bruit se fait entendre dans la pièce. April est surpris de voir Phoenix arrêter son attaque. Elle s'excuse auprès de son appât car elle ne pourra probablement pas faire demi-tour et se confesser. April dit à cette femme de s'écarter de son chemin, tandis que Phoenix dit que cette fois, c'est elle qui le sauvera. Il y a plusieurs stades pour les drogues Phoenix. Le niveau est créé par les précédents Phoenix P et 100 P, la version mise à jour étant Guang. Le niveau de satisfaction et d'amélioration physique reçu dépendait de la version du stade. Mais, bien sûr, des risques pouvaient survenir après la dissipation des effets. La version la plus puissante de toutes était Guang, assez forte pour rendre la version 100 P obsolète en une seule variation. Mais il y avait un stade au-dessus de Guang que même les supérieurs ne connaissaient pas. Phoenix, qui a remarqué que son corps développait une résistance au stade Guang,
a consacré son temps et ses efforts à le raffiner sous une forme concentrée. Le produit de ses efforts a été nommé l'arme de Phénix. Elle a décidé qu'elle le boirait quand les versions Gwang n'auraient plus d'effet sur elle, ou quand un moment plus important de sa vie se présenterait. Et Phénix était sûre d'une chose. Si elle buvait les larmes de Phénix stockées dans une fiole en verre trempé, le prochain endroit où elle se réveillerait serait l'enfer. Elle attrape le poing d'April. Il est surpris et dit à la fille d'enlever ses sales pattes de lui, puis lance son autre poing. Mais la fille le frappe dans le dos, faisant crier April de douleur. Il recule, maudissant cette satanée femme, jusqu'à ce qu'il sente quelque chose de différent. Sa main ressentait les effets de la drogue. April crie que cette folle l'a utilisé sur lui. Son corps pur avait été contaminé par ça. Phénix commence à chuchoter quelque chose à son appât. April demande de quoi il parle et comment elle ose souiller son corps pur. La fille dit que, comme elle le pensait, il est aussi un drogué puisque la drogue n'a aucun effet sur lui. April lui dit de retirer ce qu'elle a dit, affirmant qu'il allait bien grâce à sa forte volonté. Il dit qu'il est entièrement naturel et se jette en avant, la frappant à l'abdomen. Puis il déclare qu'il va la vaincre. Phénix déplace un peu de son sang et le crache. Ça frappe le visage d'April, l'aveuglant temporairement. Elle se déplace furtivement alors que April la traite de sale garce. La fille attrape son bras et l'immobilise avec ses jambes et son bras. April la traite de satanée droguée, et Phénix crie aux policiers. Elle leur dit de prendre leurs collègues et de foutre le camp d'ici. San Yeon demande pourquoi cette personne les aide soudainement, et Ji-young n'y répond que ce n'est pas important pour le moment. Ils doivent faire sortir Kyung-so, le capitaine, et les enfants, mais Ji-ho leur dit de s'arrêter. Il dit que personne ne va nulle part. Il tremble de peur, mais Ji-young n'y remarque quelque chose. Elle marche sur les patchs et a une idée. April lui crie de le lâcher et commence à se débattre au sol. Jolo demande si son frère a besoin d'aide, et April lui dit de la lui enlever. Son frère s'approche mais dit qu'il va d'abord prendre l'avis des flics. Il est alors surpris de voir que Ji-young a utilisé un patch sur son propre visage, commentant que c'est agréable. Elle pose des questions sur le flic qui utilise des substances illégales, mais elle avait perdu la tête. Puis, la fille se précipite et colle le patch sur la cuisse de Ji-holo. Il est choqué et demande ce que c'est. Il panique quand il le voit coller à sa cuisse. Il se plaint que c'est dégoûtant et qu'ils doivent l'enlever, pendant que Jang dit à Lee Seong vient de prendre Cheong-so et à Hae-jeon de prendre les enfants. Ils réussissent tous les deux à attraper ceux dont ils ont la charge. Puis ils décident de battre en retraite, fuyant la scène. Seong-yeon dit au protagoniste de tenir bon, car les médecins arriveront bientôt. Le protagoniste sent qu'il perd conscience et regarde en arrière. Phénix maintenait April avec une clé de bras. Elle dit au revoir à son appât. Jo crie à son petit frère de l'aider à enlever cette merde, et April crie à l'idiot de l'enlever lui-même. April continue de se tortiller jusqu'à ce qu'il se libère un peu. Il lui met un coup de poing au visage, la traitant de garce. Il la frappe à nouveau avec colère, puis il se relève. Jola dit qu'il va trouver cette flic aux cheveux rouges et la tuer maintenant. Mais les bombes de Phénix sont lancées, et elle leur demande où ils pensent aller. La grenade touche le sol, et elle dit qu'ils vont se battre tous les trois. Ils ont une affaire en suspens, et ils vont la régler une bonne fois pour toutes. C'est la fin, alors ils vont tous mourir ensemble. Une nuit pluvieuse, Baekwang est venu la voir. Il lui dit qu'il a pris la vie d'un homme pour la première fois, et la fille dit qu'elle en a entendu parler, et qu'il est devenu l'un des mois. Le protagoniste remarque qu'il semblait avoir perdu quelque chose. Il lui demande si elle a déjà pris une vie, et la fille répond que non. Baekwang la supplie de ne pas changer et lui tend son petit doigt. La fille l'accepte comme une promesse. À partir de ce jour, Baekwang, désormais l'un des mois, a mené avec succès des missions pour éliminer des tueurs comme lui. Mais il a échoué aux missions qui impliquaient de prendre la vie de civils et a souffert aux mains du Seigneur Bouddha. Cependant, il était trop doué pour que Bouddha lui ôte la vie. D'un autre côté, Phénix est devenue une moine qui a transformé d'innombrables personnes en toxicomanes, les entraînant dans un antre de désespoir sans fin. Elle n'a ressenti aucun remords d'avoir rompu la promesse faite à son appât, et ne pensait pas non plus qu'il avait manqué à la sienne. Mais elle avait tort sur ce point. Elle avait drogué et tué des gens devant Baekwang, et elle le détestait. Mais elle avait tort sur ce point. April frappe la fille à l'estomac, et Jo lui saisit la tête pour un coup de genou. Elle se demande pourquoi elle avait tant changé. Mais elle se souvient de Kyung-so disant que la drogue était la raison de son changement. S'il existe une réincarnation, on dit que si vous avez péché dans votre vie passée, vous renaîtrez en insecte ou en bétail pour expier vos péchés avant de revenir en tant qu'humain. Baekwang s'est accroché à la plus petite parcelle de son humanité et s'est réincarné en humain pour finalement corriger ses péchés. Alors dans sa prochaine vie, elle se demande si elle sera un insecte ou du bétail, ou si elle naîtra une fois de plus dans cet enfer. Elle gît sur le sol devant les deux frères. April se demande si les effets de la drogue s'estompent car elle n'a pas l'air bien, et Julo dit qu'ils l'ont trop battue. La fille répète le mot drogue et leur en demande. Les deux se mettent à rire car elle en suppliait même avant de mourir, et c'était vraiment dégoûtant. Il lui demande si elle veut une autre dose avant d'aller en enfer et ramasse le patch par terre. April lui dit de retirer ce qu'elle a dit sur le fait qu'il était des drogués, et ensuite, en cadeau, il lui en mettra un. Maintenant, elle devrait parler. Phénix demande s'il va vraiment lui donner de la drogue. Elle tend la main en pleurant, mais se souvient alors de la promesse.
Quand Bekwang a pleuré et lui a demandé de ne pas changer. Quand elle mourra, elle partira sobre, disant que les deux frères sont comme elle. Avant de mourir, elle s'excusera auprès des gens qu'elle a ruinés. Alors que April la serre fort et la frappe, disant qu'elle était entièrement naturelle. Du fond du cœur, elle se repentira. Même si elle ne peut pas être réincarnée comme Bekwang. La fille dit qu'elle est tellement désolée et qu'elle avait tort. Insecte ou bétail, elle s'en fiche. Elle n'a pas besoin de renaître en tant qu'humain. Elle n'a même pas besoin de renaître du tout, alors s'il vous plaît, ne la laissez plus jamais naître dans cet endroit, pleure-t-elle. April lui demande de quoi diable elle parle en pleurant, puis il lui ôte la vie. Il regarde ses mains veineuses. Il commente que tout son corps est souillé maintenant, mais qu'ils doivent partir car ils ont une affaire à régler. Cholo lui demande s'il compte poursuivre les flics dans son état alors que leurs renforts sont en route. April demande qui a dit qu'il s'en souciait, car il les tuera tous. Cholo répond qu'il a un peu peur. Ils commencent à se disputer. Ils ont encore affaire à la femme aux cheveux orange, mais d'un autre côté, ils ne savent pas combien d'unités de renfort arrivent. Avril lui dit d'oublier ça. S'il ne veut pas venir avec lui, il ira seul. Cholo dit qu'il n'a pas d'autre choix que de suivre. Mais soudain, via les communications, Orchidée appelle les frères Lespedeza, leur demandant s'ils se sont occupés de Phoenix. Avril confirme qu'ils l'ont fait et qu'il était sur le point de partir. Orchidée leur dit que des renforts sont en route vers leur position et qu'il escalade la montagne en ce moment même. À l'entrepôt du club, ils doivent détruire les preuves et le site avant de s'échapper par l'arrière, suivant les ordres de Bouddha. Les deux prennent les objets et les préparent. Ils mettent en scène la situation autour de Phoenix, faisant un commentaire irrespectueux sur ses adieux. Avril exprime son mépris pour Phoenix, et Juho fait une remarque sarcastique à ce sujet. Les frères mettent le feu à l'endroit, commentant qu'ils doivent se dépêcher pour ne pas être pris dans les flammes. C'est donc le dernier adieu à Phoenix avant la fin. À l'hôpital, Kyunso se réveille soudainement, surpris. Il regarde par la fenêtre, sa tête douloureuse à cause des récents événements. Un petit oiseau était posé sur l'arbre à côté de lui. L'opération Polona de Phoenix était terminée. Au temple bouddhiste, Bouddha tient la carte de novembre dans sa main. Il l'écrase quelques instants plus tard. Il appelle l'orchidée de mai, qui était sur un dispositif d'écoute. De janvier à octobre, il doit rassembler tout le monde, car la cérémonie va commencer maintenant. À l'hôpital, Ji-young est visiblement bouleversée, parlant de manière incohérente. Kyunso l'observe de loin, pensant qu'elle semble déséquilibrée. Derrière lui, Hong-jun interpelle le vétéran Kyunso. Il lui demande s'il va bien et s'ils peuvent parler un instant. Dans une salle d'attente, il demande depuis combien de temps il était inconscient, et on ne répond que ça fait 2 jours. Phoenix a été vaincu. Kyunso dit qu'il comprend et qu'il aurait dû la sauver pour extraire des informations, mais elle a été vaincue, et il avait l'air triste. Hong-jun mentionne que pendant son absence, des opinions ont émergé selon lesquelles l'usage de la force létale par la police dans l'opération Polona de Phoenix était excessif. D'un autre côté, certains politiciens s'y opposent, affirmant que c'était la bonne décision à prendre. Une division de l'opinion publique a commencé à cause de cela. Kyunso demande s'ils disent cela même à propos des soldats qui ont été vaincus, et Hong-jun répond que les politiciens se divisent toujours en 2 camps. Si le parti A a un cercle, alors le parti B a un triangle. Et vice-versa, si le parti B a un cercle, il y a de nombreux cas où le parti A aura un triangle. Kyunso a dit que c'était une situation compliquée, et Hong-jun dit qu'à la fin, la commissaire Kim Ha-young, qui était impliquée avec les officiers Wang Hae-jin et Lee Seong-hyen, a dit qu'il voulait quitter la police. Le protagoniste demande cela avec incrédulité, et Hong-jun dit qu'il les a fait revenir. Kyunso commente qu'il cause des ennuis, et il répond que c'était un résumé des points clés. D'abord, tu dois aller quelque part avec moi, et nous parlerons du reste plus tard. Kyung demande où. Hong-jun explique que c'est la cérémonie d'adieu pour les soldats des forces spéciales tombés au combat. Kyunso dit qu'il n'est jamais allé à un enterrement, et l'homme lui dit de mettre son uniforme. Mais le protagoniste lui demande d'attendre, disant qu'il doit d'abord aller quelque part et qu'il reviendra vite. Au temple Wagyux, une réunion se tient près de la statue de Bouddha. Les mois de l'organisation y étaient rassemblés. La grue de janvier n'a pas assisté à la réunion. Les oiseaux de prunier de février commentent que la grue ne s'est pas encore montrée. Fleur de cerisier commente qu'il doit penser qu'ils ne sont pas occupés, mais elle a un emploi du temps chargé et est quand même venue. Le Lespédès noir des Avril demande pourquoi elle fait semblant d'être occupée alors qu'elle n'est même pas mariée. L'orchidée de mai dit qu'il devrait se retenir et lui demande s'il veut qu'elle l'aide. La pivoine de juin répond que ce n'est pas grave et que ses chiens ne sont pas agressifs. Juillet se demande s'il devrait inviter Fleur de cerisier à un rendez-vous après la cérémonie. La montagne Ulolia Daou n'a pas assisté à la réunion. Le chrysanthème de septembre demande quand Bouddha arrivera. La feuille d'érable dès octobre commente qu'il semble que le phénix ait été vaincu. Soudain, les portes s'ouvrent et Bouddha entre. Il demande si tout le monde est rassemblé. Octobre commente que la grue et la montagne ne sont pas venus, et Bouddha répond que la montagne nettoie les restes du phénix. Février demande pour janvier, et Bouddha dit qu'il est hors de question. Avril commente que c'est parce qu'ils sont des Kwang, et Fleur de cerisier dit qu'elle en a gagné 2 et qu'elle est quand même venue. Bouddha demande si tout le monde a entendu que le phénix a été vaincu,
et Février dit qu'elle a fait quelque chose d'important avant sa fin. Fleur de Cerisier demande s'ils sont là pour choisir les nouveaux novembre et décembre, mais Bouddha dit non. La raison pour laquelle il les a appelés est que l'un d'entre eux neutralisera le vétéran commissaire général Hong Jun. Ils remettent en question l'ordre, s'interrogeant sur un officier de police. Chrysanthème dit que pour ce genre de demande, il pourrait envoyer l'un des disciples au lieu de l'un des mois. Orchidée est d'accord car ils ne sont plus la même organisation que par le passé, et Bouddha dit qu'il y a longtemps, il a envoyé Baikwang pour arrêter Hong Jun. Chrysanthème dit que Baikwang n'affronterait quelqu'un que s'il s'agissait d'un adversaire dangereux, et Juillet commente qu'il n'était pas qualifié pour la tâche. Bouddha ajoute que cette fois-ci était différente car il est revenu gravement blessé. Il dit que cet officier de police est incroyablement doué. Pivoine se demande comment il peut être si fort, et Juillet commente qu'il n'avait pas l'air impressionnant sur la photo. Avril dit que Baikwang n'a pas dû faire de son mieux, mais Orchidée affirme qu'il est assez blessé. Bouddha n'y croit pas non plus, il vaut donc mieux être prudent. Au lieu de le neutraliser, il s'est assuré qu'il ne pourrait plus les suivre. Cependant, cet homme les traque à nouveau, et maintenant ils savent qu'il est doué. Alors ils demandent qui arrêtera cet homme. Lors de la cérémonie funéraire, Hong Jun ressent un léger frisson. Le protagoniste gravit une montagne dans sa tenue d'entraînement. Il pense au fait qu'il perdait connaissance ce jour-là. Mais les derniers mots du phénix pour lui étaient les coordonnées d'un endroit spécifique. D'après les coordonnées, c'était l'endroit. Il se demande ce qui pourrait s'y trouver et si c'est de nouveau enterré dans le sol, imaginant que l'endroit serait rempli d'insectes. Creuser à cet endroit prendra beaucoup de temps, mais un oiseau attire son attention. Il se tourne vers ce rocher, et le petit oiseau fait un mouvement. Au temple Waguksa, Orchidée trouve Bouddha dans sa chambre. Elle dit qu'il pourrait être imprudent d'affronter un cadre de la police qui a été sous un tel examen public après l'incident. Bouddha répond que ça ira, et en fait, c'est encore mieux. La réaction du public est intense et volatile, il serait donc préférable que l'événement se produise d'un seul coup pour qu'il puisse l'oublier complètement.